7h et presque 43 minutes. Récession. Le mot est lâché et c'est l'OCDE qui le dit dans un récent rapport où, pour être tout à fait exact, soyons-le, citons, j'ouvre les guillemets, la zone euro semble traverser une légère récession, fermez le guillemet, on appréciera la nuance de l'adjectif, mais en attendant, cette récession est-elle vraiment une surprise? Bonjour Monsieur Jorion. Bonjour. Vous avez votre honte serviette au matin. Qui pouvait effectivement ignorer que les politiques de rigueur, inévitables ou non, allaient sérieusement freiner la croissance? Surprise ou non, la nouvelle ne va pas améliorer la morosité ambiante alors que les agences de notation se font de plus en plus menaçantes et qu'il n'y a pas plus de pays européens qui soient à l'abri d'une possible dégradation de la note qu'un champignon par ses temps de la pluie. Réunis à Bruxelles pour un sommet de l'Eurogroupe, les ministères des Finances ont donc confirmé qu'il fallait bien une réforme du Fonds européen de stabilité financière et ont promis signer l'aide de 8 milliards d'euros supplémentaires pour la Grèce. Mais cela change-t-il grand-chose au grand cercle vicieux des menaces et des annonces, des hausses du spread et des hausses de la dette? Et puis finalement quoi? Eh bien, essayons avec vous ce matin de prendre un peu de hauteur, Paul Jorion, et le temps de cette émission, entre deux réunions de crise, d'être fidèle à la tradition des matins en économie, Monsieur Jorion, l'analyse de fond. Je vous livre tout de go, la une des Échos par exemple. Zone euro, un mur de dette de 800 milliards en 2012. Oui, ce sont des chiffres importants. Enfin, comme vous le dites, on le savait. Ouais. On le savait. Ça fait pas si longtemps qu'on commence à parler en trillions de dollars, etc. Au moment où cette crise a commencé en 2007, il faut bien dire, on n'a rien pu faire pour l'endiguer. Alors on se pose la question, est-ce que c'est une nouvelle crise parce que l'autre aurait été résolu? L'autre n'a pas été résolu à l'époque. On a pu étancher une hémorragie extraordinaire en déversant des sommes de cet ordre-là. Mais vous parlez de quoi là? Du moment de la crise américaine, au moment de par exemple, la crise des subprimes. La crise des subprimes n'a pas été résolue. Elle a été colmatée? Ça a été colmaté. Ça a été colmaté tout à fait brièvement avec des moyens tout à fait, vous savez, comme le petit Hollandais qui mettait son doigt dans la digue. C'est de ce niveau-là ce qu'on a fait. Il n'y a pas eu de mesure à la hauteur de la gravité de la situation. Ça n'a pas suffi que l'État américain, par exemple, laisse tomber d'un côté Lehman Brothers et recapitalise ses banques, et comme d'autres en Europe l'ont fait à la suite. Mais regardez, la seule méthode... Too big to fail. Oui, too big to fail. Est-ce qu'on s'en est vraiment occupé? Non. Qu'est-ce qu'on fait quand une banque maintenant il y a un titre pompeux maintenant pour ça. Quand une banque est too big to fail, quand elle entraînerait tout le système à sa suite, on lui demande, je ne sais plus quel est le chiffre exact, on lui demandera de mettre 2% de plus de provisions dans son capital. C'est ridicule. Il ne faut pas être économiste pour savoir que c'est ridicule. J'ai une question. Pourquoi a-t-on dit des banques qu'elles pouvaient être sauvées, les très très grosses? Parce que justement, too big to fail, et qu'on ne s'applique pas cette même méthode Coué pour les États. Un État n'est pas too big to fail? Non, parce que parce qu'une banque, quand on la met en liquidation, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus de dépôt, il n'y a plus rien du tout. Tandis qu'un État, il peut toujours faire imposer. Il y a toujours des recettes d'une manière ou d'une autre dans un État. Donc ce n'est pas vrai qu'un État ne peut plus être en cessation de paiement. Un État n'est pas en cessation de paiement. Si la Somalie, je veux dire des États où il y a plus de système d'imposition, il n'y a plus de collecte des impôts. Mais sinon, un État peut toujours faire rentrer de l'argent. Le problème, c'est qu'on s'est mis au moment où la crise commence. Là, la mode a été à supprimer les impôts. En particulier, de supprimer les impôts pour les grandes fortunes qui pourraient contribuer un tout petit peu plus. Alors là, ça tourne mal. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un trou énorme. Il y a une majorité républicaine qui dit la seule chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est imposer. Par conséquent, il faut dépenser moins, mais on n'a plus de recettes. Il faut diminuer les recettes. Et il y a même des gens qui sont représentés de manière, je dirais, importante, les libertariens aux États-Unis, qui disent il faut supprimer entièrement le système de l'impôt. C'est un des enjeux de la campagne électorale qui attend Barack Obama, notamment ou sur sa droite, et l'aile droite de la droite américaine, c'est ce que l'on préconise de plus en plus pour aller à la chasse aux voix. Malheureusement pour nous, il s'est rallié à cette aile droite du Parti républicain aux dernières nouvelles, donc ça s'annonce pas particulièrement bien. Ce que les États-Unis peuvent encore faire, ils ont une capacité là que nous n'avons pas véritablement. Quand on dit on peut faire la même chose en France et en Europe, on peut utiliser la planche à billets, ce n'est pas vrai. La situation de l'euro n'est pas celle du
dollar, qui est une monnaie de réserve, une monnaie de référence au niveau international. On n'a pas, nous, la capacité de produire des euros à l'infini, comme les Américains peuvent produire des dollars à l'infini. Mais tant qu'on les achète, tant qu'on s'intéresse à leurs dollars. Alors un jour, c'est ce qu'on appelle un processus non linéaire, un jour les pays diront non, ça ne nous intéresse plus des dollars, et à ce moment-là, les États-Unis, ce sera entièrement fini. Paul Jorion, la dernière fois que vous êtes venu le 25 mai 2011 au matin, et puis les fois précédentes, vous nous disiez que nous vivions une crise en W. On en est où du W ? Ah bon, on est dans la deuxième branche, c'est ça. Et on est quoi ? On est dans la pointe du V, enfin en bas, ou on est dans l'amorce du... Mais il faudrait inventer une lettre qui serait un W avec la deuxième branche qui serait plate au bout, ou bien où la deuxième branche n'arrêterait pas de tomber. Parce que c'est ça qu'on entend. Une récession qui vient aussi près de la récession précédente, de 2008, bon, on est en 2011, une qui vient aussi près, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle plus une récession, on appelle ça une dépression. Et là, on l'avait dit, un certain nombre de personnes l'ont dit en 2008, si on ne prend pas les mesures qu'il faut, on n'aura pas une deuxième récession, on aura une entrée en fanfare dans une dépression comme celle qu'on a connue dans les années 30. Et on est bien parti pour le faire. Les États-Unis sont tout à fait au bord, ils sont sur le fil du rasoir. L'Europe est en train d'entrer en récession. La Chine ne se portera pas bien s'il n'y a plus personne pour acheter les produits qu'elle fait. Elle va être entraînée avec le reste. Et c'est l'ensemble du monde qui va se trouver dans cette situation-là. Une dépression mondiale. Est-ce que vous pensez, comme votre ami Jacques Attali, que l'euro ne passera pas Noël ? C'est bien possible. Ce sont des processus, j'en ai parlé, processus non linéaires, c'est-à-dire il y a tellement d'éléments qui jouent qu'il est impossible. Moi, je ne ferai pas de prédiction. Quand on me demande de prédiction, je dis ça paraît peu probable que ça tienne encore un an, mais je ne sais pas exactement. C'est bien possible. Oui, quand il dit 50% que ça ne tienne pas jusqu'à Noël, oui, 50% que ça ne tienne même pas jusqu'au début du... qu'est-ce qu'on est ? On est début décembre. On est le 30 novembre. Voilà, 30 novembre. 50% que ça ne tiendra pas encore 15 jours. Au point, de la manière dont c'est parti, vous faisiez allusion à ce fonds européen de stabilité financière qui est complètement fauché. On essaye, les Américains viennent nous expliquer comment on peut faire pour multiplier la somme par 2 ou par 3. Ça ne tient pas debout. Ce sont les méthodes qui ont échoué en 2007-2008 qui nous proposent, comme si ces trucs marchaient, comme s'il y avait encore un pilote dans l'avion, comme si la finance marchait encore. Vous disiez en 2009 que nous étions entrés dans la phase de fin et sortie du capitalisme. Est-ce que vous maintenez cette analyse ? Ah ben plus que jamais, parce que les preuves tombent tous les jours. Malheureusement, ce système est terminé. Quand on entend les nouvelles, on a l'impression que tout ça, c'est comme avant, etc. Mais il faut voir qu'en arrière-plan, ce sont des pans entiers du système qui sont en train de s'écrouler les uns après les autres. C'est le système financier américain qui est terminé. C'est la zone euro qui est en train de se déliter sous nos yeux. C'est un spectacle permanent. Il suffit de regarder les taux d'intérêt qu'on demande ce matin, qu'on les demande je ne parle même pas de la Grèce, je parle de l'Italie, je parle de l'Espagne. C'est insoutenable. Ce processus ne peut pas continuer. S'il peut continuer encore une semaine ou deux, mais pas dans l'état où il est. Et on est fauché, on n'a plus d'argent. Mais alors, l'idée, c'est que vous plaidez, c'est laquelle ? Qu'on reconnaisse une fois pour toutes qu'on n'a plus d'argent, point barre, et qu'on efface mais ça veut dire quoi ? Qu'on efface des dettes ? Non, il faut qu'on reconstruise un système financier. Il faut qu'on le reconstruise à partir de zéro. Celui qu'on avait n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'on est ? Imaginons, on est une population. Voilà, on a reçu une grosse machine qui est une moissonneuse batteuse et on l'a utilisée pendant un certain temps. Et maintenant, elle est arrêtée, elle est en panne. Et nous, on n'a pas la moindre idée comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça s'appelle le culte du cargo. Ça a existé en Polynésie à une certaine époque, dans les années 1950, après la guerre. Les Américains étaient venus, ils étaient venus avec plein de richesses, etc. Ils sont partis. Et qu'est-ce que les gens ont fait ? Devant les avions, les carcasses d'avions rouillées, ils ont fait des sacrifices pour que ça revienne. Et nous, devant notre système financier, on appelle ça les marchés, nous sommes là et nous faisons des sacrifices. Et nous faisons comme les autres. On a tué un chevreau, la machine n'est pas repartie. On a tué une vache, elle n'est pas repartie. Alors on commence à tuer des gens. C'est l'actualité dont on parle aujourd'hui en Grande-Bretagne. On fait des sacrifices humains pour faire repartir cette machine qui est foutue. On ne peut plus la remettre en marche. Elle est cassée. Le cœur à l'intérieur est fondu. Bon, alors les gens qui sont dans la finance le savent. Ils ne le disent pas à la radio, ils
disent pas à la télévision, ils le disent dans les conversations privées qu'on a ici ou là. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le disent aux dirigeants? Ils le disent aux chefs d'État? Les dirigeants le savent aussi. Qu'est-ce que les dirigeants font? C'est la panique au sommet. Vous le voyez bien, il suffit de voir l'actualité. On fait des réunions, encore une réunion de ministre des Finances, et puis encore une réunion de chef d'État. C'est ce que dit François Leclerc sur votre blog, habillé invité. François Leclerc qu'on lit régulièrement. Là, dans le dernier, daté du 28, on n'aura jamais autant parlé de solutions à la crise de la dette européenne et aussi peu agi simultanément. C'est-à-dire qu'on a l'impression, enfin, c'est quoi? C'est de la gesticulation, selon vous, tous ces sommets à répétition? C'est parce qu'il y a panique au sommet, on ne sait plus ce qu'il faut faire. On croise les doigts et comme je vous dis, on est passé au stade des sacrifices humains parce qu'on ne sait pas comment refaire partir cette machine. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a personne dans le monde qui ne sait pas. Il y a des gens qui sont des techniciens de deuxième niveau dans les banques, il y a des professeurs associés dans les universités qui savent comment ça marche. Mais à eux, on ne leur demande pas comment il faudrait faire. Non, ce sont des ministres des Finances, ce sont des dirigeants de banques et qui vous disent que des imbécilités, qui vous disent que des erreurs. Parfois, ils croient même qu'ils connaissent la réponse. On vous parle des CDS et on vous dit oui, mais le volume n'est pas un facteur qui compte dans le calcul des CDS. Les ministres des Finances vous disent que le volume importe. Les dirigeants des banques vous disent que les gens qui sont au sommet n'ont pas la moindre idée comment cette machine fonctionne. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés par des cénacles d'économistes qui n'ont pas la moindre idée comment ce truc fonctionne. On a créé une science économique qui n'est d'aucun intérêt, d'aucun secours dans les circonstances actuelles. Et comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens quelque part qui savent comment ça fonctionne, mais je vous dis, ce sont des techniciens dans les banques, des gens qu'on n'appelle pas dans les comités de direction. On y reviendra sans doute dans la seconde partie des batailles. J'aimerais savoir quel est votre sentiment. Vous êtes anthropologue, Paul Jorion, il faut le rappeler aussi, sur ce qui peut se produire sur la question sociale tout court, pas seulement de l'économie. On voit bien tout d'un coup et ça apparaît depuis maintenant 10 jours, qu'avec cette crise, on parle de déficit démocratique. C'est-à-dire que les marchés ont imposé l'agenda aux politiques, que le politique dit reprendre la main mais ne la reprend pas vraiment, et qu'on se retrouve dans une situation où ensuite, par contre-coup, les populismes naissent et les situations politiques se tendent. On voit des ministres d'extrême droite rentrer dans un gouvernement de coalition en Grèce. Comment voyez-vous la conséquence? Et encore une fois, Nicolas Bouzous le dit dans Les Échos régulièrement, fait des comparaisons historiques d'histoire de l'économie. Est-ce que contrairement à ce que certains disaient, il ne faut pas comparer, il faut recomparer la période que l'on vit aujourd'hui à la période des années 30? Et nous y reviendrons un peu à 8h15, puisque le temps file, mais je voulais avoir un élément de réponse. Oui, il faut d'abord dire que ça me fait plaisir que vous citiez François Leclerc, qui fait un excellent boulot, effectivement. On le lit à peu près tous les jours, chaque fois qu'il veut. C'est une très bonne idée. Mais, il n'y a pas que Jorion sur le blog de Jorion, voilà. Oui. Non, ce qui est important, c'est ce que vous dites. La machine est cassée. On a l'impression, et c'est ce qu'on vous dit. Mais oui, mais attendez, on va faire plaisir au marché, disent les politiques, enfin ceux qui prennent des décisions, on va faire plaisir au marché et la machine va repartir. Mais comme je vous dis, ces marchés, ça n'existe plus. Le marché n'existe pas. Il n'y a pas quelque part quelqu'un qui sait comment il faudrait faire. Il n'existe plus. Vous voyez bien comment les politiques essaient de réagir, disent on va rassurer les marchés, on va rassurer les marchés. Telle décision, telle autre. Oui, mais les marchés, c'est un cadavre. On peut parler un cadavre tant qu'on veut en espérant qu'il va se passer quelque chose. L'image que je vous utilise de la grande moissonneuse-batteuse qui est en panne, c'est ça exactement. Les marchés ne savent pas davantage. Les marchés ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils savent que la machine est cassée. C'est pour ça que toutes les mesures que vous pouvez proposer, qui ne sont pas des mesures qui s'attaquent véritablement au cadre, qui sont des mesures toujours à l'intérieur de ce système en imaginant que ça pourrait repartir, toutes ces mesures ne servent absolument à rien. Regardez ce qui s'est passé. On a mis M. Monti, on a mis M. Papademos au pouvoir. Monti en Italie, Papademos en Grèce. On a dit ce sont des techniciens, non seulement ces techniciens, des anciens banquiers, mais en plus ils ont travaillé pour Goldman Sachs, donc ils savent exactement comment il faudrait faire. Vous avez vu comment réagit les taux qu'on exige de la Grèce et de l'Italie. Ça n'a pas bougé d'un poil. Ça n'a pas eu l'effet qu'on pensait que ça, enfin, qu'on voulait que ça ait. Voilà, on croit qu'on s'adresse à ces marchés, mais c'est un grand Moloch qui est une grande statue d'un dieu qui est mort et c'est tout. On peut lui adresser autant d'offrandes qu'on veut, ça fera aucune différence. Ce marché à l'intérieur, il faut le répéter, le cœur est fondu, ça ne marche plus. 8h17, le débat des matins introduit par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc Vincher. Chronique adresse à Paul Jorion. Bien sûr que je lis dans le débat depuis déjà quelques années, on l'a tous découvert à ce moment-là.
Alors, je vais vous parler de l'Apocalypse parce que vous en êtes quand même un des prophètes. Les professionnels de la profession nous serinent depuis maintenant 3 ans qu'au sortir de cette crise, rien ne sera plus comme avant. De lents mouvements de plaques tectoniques à l'œuvre dans nos économies depuis des décennies allaient enfin révéler le fruit de leur travail de sape, selon Jacques Attali, et il fallait s'attendre à de gigantesques tremblements de terre projetant à la dérive des continents entiers. La plupart, en tout cas, l'affirmaient, le monde allait changer de base. On se serait cru revenu en 1938, lorsque Roger Caillois croyait pouvoir prophétiser le fameux vent d'hiver dans la NRF. Souvenez-vous de ce texte magnifique et terrifiant, Marc, qui oscillait entre nietzschéisme d'époque et darwinisme social. Je cite Roger Caillois. « Le temps n'est plus à la clémence, il s'élève dans le monde un grand vent de subversion, un vent froid, rigoureux, arctique, de ces vents meurtriers et si salubres qui tuent les délicats. Il se fait alors dans la nature un nettoyage, muet, lent, sans recours. » Eh bien, depuis 3 ans, c'est le style dans lequel s'expriment maintenant certains de nos économistes. Alors, les moins pessimistes prévoyaient, comme Nouriel Roubini, un effondrement du dollar. Le monde entier, qui détient la moitié de la vertigineuse dette publique américaine, allait s'en détourner depuis que celle-ci, la dette publique américaine, a atteint le seuil fatidique de 100% de PIB. Et c'est tout récent, avec près de 15 000 milliards de dollars de dette. Le billet vert allait perdre toute valeur et s'effondrer. Les Chinois, qui en détiennent 2 000 milliards à eux tout seuls, n'accepteraient pas de voir ainsi le fruit de leur travail dilapidé. Il s'ensuivrait de dangereuses tensions entre les 2 principales puissances de la planète, peut-être même des guerres. Certains prédisaient en tout cas le remplacement du billet vert par une monnaie de réserve mondiale, comme Stiglitz qui parlait d'un système global de réserve, et puis d'autres voyaient même l'euro dans ce rôle. Ça fait rire aujourd'hui. On n'a rien vu de tout cela. Pour d'autres encore, à coup de mesures non conventionnelles, de rachat de bons du Trésor par la Fed, ultime rempart du système financier mondial, la Fed elle-même allait être emportée et elle était promise par la faillite. D'ailleurs, j'ai trouvé encore des sites d'économistes très sérieuses qui prétendent qu'effectivement la Fed est menacée de faillite. Pas la peine d'insister sur le sort fatal que les pessimistes réservent à l'euro. On en débat tous les jours à ce même micro avec vous, Marc. Le Financial Times nous promet d'ailleurs l'éclatement de la monnaie européenne depuis plus de 2 ans. D'autres Cassandres, comme Michael Boskin, nous annoncent que l'État-providence, notre ultime bouée de secours à nous tous, est lui-même sur le point de s'effondrer, en particulier dans notre Europe qui aurait été trop généreuse et vieillissante. Et puis, bien sûr, il y a les annonciateurs de la fin du capitalisme. À la manière des horloges arrêtées qui donnent l'heure exacte 2 fois par jour, ils sont sur le point d'avoir raison à chaque crise qui secoue un système qui précisément ne vit que de ces crises. Mais vous-même, Paul Jorion, vous écriviez en conclusion d'un article remarqué dans cette revue Le Débat, il y a juste 2 ans, je vous cite, « Les soubresauts du moribond se poursuivront quelque temps. Quand aura succédé au système capitaliste celui destiné à prendre sa suite, la succession sera perçue comme le triomphe de la raison, l'évacuation sans gloire d'une classe corrompue, terrassée par ses propres outrances. » Est-ce que vous y croyez encore ? Paul Jorion ? Mais merci d'avoir dressé ce portrait de la situation telle qu'elle est. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas l'air d'y croire. Pas du tout. Vous ne lisez pas les journaux, vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télévision, vous ne parlez certainement pas ni aux banquiers ni aux politiques pour tenir ce genre de discours. Alors, vous commencez par m'appeler prophète. Ah, ça, c'est le mot qui fâche. Non, c'est pas ça, mais on pourrait quand même dire, il y a les gens qui se trompent pas et ceux qui n'arrêtent pas de se tromper. Ceux qui n'arrêtent pas de se tromper, on les appelle les experts, et ceux qui disent ce qui est en train de se passer depuis quelques années, on les appelle les prophètes. Alors, j'ai suggéré récemment dans un billet, pourquoi est-ce qu'on les appellerait pas les véritables experts, les véritables personnes qui nous disent comment ça fonctionne, plutôt que de continuer à utiliser ce dernier carré de gens qui nous répètent inlassablement que tout va bien. J'ai entendu l'autre jour dans une réunion à quelqu'un qui est quelqu'un d'important dans les cercles des économistes, nous dire que tout allait s'arranger, Vous avez fait le portrait de ce qui est en train de tomber. Alors vous me dites, c'est pas encore tombé, c'est peut-être pour la semaine prochaine. Mais oui, c'est pour la semaine prochaine. Mais oui, c'est pour dans 2 jours. Mais oui, c'est pour dans 6 mois. Vous n'êtes pas au courant du fait que la zone euro, que les chances que ce système continue à fonctionner, qu'elles sont pratiquement à 0, que c'est pratiquement nul. Vous parlez de la Fed et les problèmes de la Fed et vous dites que c'est une invention. Mais non, vous faites la description. Vous croyez vraiment que la Fed va faire faillite ?
Mais bien entendu que la Fed peut faire faillite. Les déficits sont en trillions de dollars, en dizaines de trillions de dollars maintenant. Bien sûr que ce système, il n'y a que parce que les gens utilisent encore le dollar que ce système peut fonctionner. On ne peut pas faire ça. Sur quoi est-ce qu'on débouche? On débouche sur l'hyperinflation, comme ça a été le cas en Allemagne. Alors on dit oui, l'hyperinflation n'est pas encore là. Mais qu'est-ce que ça nous prouve que ce ne sera pas là pour demain? Toutes les prévisions qui ont été faites depuis 2007 par les gens que vous citez avec sympathie, toutes ces prévisions n'ont pas eu lieu. Tout ça ne fonctionne plus. Cette machine est arrêtée, je le disais tout à l'heure. Cette machine est arrêtée. C'est une grande moissonneuse-batteuse en panne et il n'y a personne autour qui sait comment ça fonctionne. Alors, il n'est pas question d'apocalypse, il n'est pas question d'être Cassandre ou quoi que ce soit. Il y a un certain nombre de gens, Dieu merci, il y a des gens comme M. Stiglitz, il y a des gens de cet ordre-là qui disent que là, cette machine ne marche plus. C'est important que le peuple, on en parlait tout à l'heure, c'est important que le peuple sache que cette machine ne marche plus. C'est important de savoir que les banquiers sont dans une panique totale et que le peu d'activité qu'on a encore, c'était, je l'ai dit en 2008, que les bonus sont repartis. On nous a dit c'est formidable, regarde le secteur bancaire marche, donc l'économie va marcher. Ça, j'ai appelé ça puiser dans la caisse avant fermeture définitive. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'était bien ça. On licencie maintenant des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes dans le secteur bancaire. Ce secteur ne fonctionne plus. Tout ça ne marche plus. On nous dit on relance la titrisation, on la relance au niveau de 0,5% de ce que elle était avant. Tout ça, il faut s'informer, mon cher monsieur. Il faut savoir, il faut parler aux gens qui savent tous les matins. Hein. Oui, au moins 2 fois par semaine, nous consacrons une émission à la crise. C'est formidable. Vous en parlez à des banquiers plutôt. Vous allez savoir, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Il faut parler à des banquiers. Eux savent comment ça marche. Non, mais dans l'idée d'apocalypse, il y a l'idée que ce que vous exprimez dans vos articles, c'est qu'il y a une succession, il y a une suite au monde capitaliste. Vous écriviez par exemple dans le débat de septembre-octobre 2008, les crises contiennent en germe la destruction ultime du système capitaliste. Et là, je vous citais le système capitaliste. Il y aurait un système qui serait destiné à prendre sa suite. Jusqu'à présent, je suis désolé, mais je vois pas la suite du système capitaliste. Il a vécu des crises bien plus graves que celles que nous vivons aujourd'hui, par exemple dans les années 30. Et il s'en est fort bien remis. Mais jamais, et quant à la suite du système capitaliste, je ne la vois pas. Vous la voyez où, la suite du système capitaliste? Jamais la crise n'a été aussi sérieuse que maintenant. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était pire en 1930? Mais non, c'est bien pire maintenant. Tout absolument est cassé. Et c'est quoi le système qui va remplacer le système capitaliste que vous appelez de vos voeux? On me l'a demandé. C'était un rabbin qui me posait la question. J'ai dit le royaume de Dieu. Parce qu'on ne sait pas. Personne de nous ne le sait. J'étais à une présentation en Hollande. Il y a quelqu'un qui m'a dit là, mais alors si le système capitalisme est cassé, le communisme va peut-être revenir. Mais non, bien entendu, tout ça fait partie. C'est la même famille de systèmes qui sont complètement cassés. On remplace une aristocratie par une autre. C'est un ensemble de systèmes. Le communisme de type soviétique, le capitalisme, c'est un ensemble de systèmes où on crée des aristocraties qui finissent par être 1% des gens qui détiennent 40% de la richesse et la machine s'arrête. Alors, il faudra remplacer ça un jour par un système où on ne remplace pas simplement une aristocratie par une autre, qu'on appelle ça des apparatchiks, qu'on appelle ça des propriétaires terriens, qu'on appelle ça des capitalistes, ça n'a aucune importance. On est dans une logique où on remplace une aristocratie par une autre. On fait le vide par la guerre, par la révolution, etc. On ne résout pas les problèmes. Alors, le système qui vient... Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, vous dites qu'il y aura un système qui viendra après. J'en sais rien s'il y aura un système qui viendra après. C'est vous qui le dites. Hein. Non, je vous citais tout à l'heure. Hein. Je vous citais la fin d'un article du débat. Les soubresauts du moribond se poursuivront quelque temps. Oui. Quand aura succédé au système capitaliste celui destiné à prendre sa suite, etc. C'est vous qui le dites. Espérons-le. Vous avez l'air d'avoir des certitudes sur la nature de ce système. Non, il n'y a que des gens comme vous qui ont des certitudes. Non, moi je ne sais pas ce qui va se passer. On est peut-être très bien comme l'Empire Maya, on est peut-être très bien comme l'Empire romain. Si je vais mettre un peu d'argent, si je vais moi parier, ce qui n'est pas dans mes habitudes, ce qui n'est pas dans mon tempérament, si je vais parier sur le fait qu'on remplacera par quelque chose ou pas, si on est dans des situations de type fin de l'Empire Maya ou fin de l'Empire romain, moi je parierais sur le fait qu'on ne sait pas ce qu'on remettra à la place, qu'on ne sait pas ce qu'il faudra faire. Alors il y a un petit nombre de gens qui essayent quand même de sauver la mise en réfléchissant à ce qu'il faudra mettre ensuite. Et on espère, parce que la phrase que je vous dis, c'est une exhortation, c'est pas une prophétie, c'est pas dire ce qui
qui va se passer. Espérons qu'on pourra mettre la raison à la place. Et pas la raison des économistes, pas de l'homme rationnel qui est égoïste, qui est un sociopathe, qui fait tout contre les autres, qui essaie de faire sauter la machine, qui fait comme la banque Goldman Sachs quand le système s'écroule, parie sur l'écroulement du système. Et c'est pas un ragot ce que je dis là, ça a été dit devant une commission du Sénat par les représentations de la firme. Quand le système marche plus, on parie sur sa chute et on se fait encore un peu de sous sur le fait que le système s'écroule. Bon, alors, il y a quand même au monde, heureusement, des gens qui ne sont pas tout à fait comme ça. Il est dommage que des gens qui appartenaient à cette firme, on les mette à la tête de nouveaux gouvernements. Vous êtes très déçu par Obama. Hein. Vous êtes extrêmement violent contre Obama. Vous dites qu'il s'est couché devant la Wall Street. Oui, c'est couché devant Wall Street, oui. C'est ce qui est dommage, c'est que M. McCain aurait fait un petit peu mieux parce qu'il était soutenu par une partie de la population qui était très violemment anti-Wall Street. Il aurait fait mieux, il aurait modifié les choses. Enfin, il faut pas exagérer non plus. On serait probablement déjà dans la Troisième Guerre mondiale s'il avait été là. Il suffit de voir les prises de position qu'il prend en ce moment. Mais M. Obama, oui, c'est vrai, il y avait une grande espérance. On espérait un nouveau Roosevelt. Et qu'est-ce qu'on a eu lieu? Une personne qui se couche devant l'opposition. Paul Jordi, quand vous dites justement que la question du capitalisme est finie et terminée, d'aucuns objectent qu'il fonctionne toujours au fond très bien si on observe les pays émergents qui, pour l'instant, ne connaissent pas cette crise et sont même en train de s'inquiéter de ce que notre système capitaliste à nous, en Europe ou aux États-Unis, ne fonctionne plus, mais qui fonctionne pour eux puisqu'il augmente leur niveau de vie, il leur permet des échanges commerciaux. Si on prend l'Inde, le Brésil et même avec la question complexe de la démocratie, la Chine. Oui, mais ces systèmes... Il n'est pas effondré, là, à ce niveau-là. Mais ces pays sont à l'intérieur d'un système mondial, maintenant, qui est globalisé. C'est-à-dire que ces gens ont besoin de clients. Et les principaux clients de ces pays, c'est nous. C'est les États-Unis, c'est la... Pardon, excusez-moi. C'est l'Europe. Si nous n'avons plus un sou pour leur acheter leurs produits, c'est terminé. Ces pays n'ont pas des marchés intérieurs suffisants. Ni la Chine, ni l'Inde, ni le... oui, il y a des très grandes populations, mais qui n'ont pas encore... Dans le niveau de vie augmente. Il augmente parce que le 1% est en train de rafler toute la mise. Qui est-ce qui a gagné de l'argent aux États-Unis entre 2008 et 2011 ? 80% de la richesse créée aux États-Unis est allée au 1%. Où est-ce qu'il y a encore des disparités dans la population, dans la distribution du patrimoine, encore pire qu'aux États-Unis ? En Chine, en ce moment. En Chine. On fait monter les moyennes. Ce qui compte, c'est pas de faire monter les moyennes. Bien sûr, on vous crée en Chine en ce moment des dizaines, voire des centaines de millionnaires qui ne demandent qu'une chose, c'est de quitter la Chine et d'acheter un appartement dans le 16e. Ah bon, alors c'est comme ça qu'un système marche. Il faut qu'ils vendent aussi leur camelote à l'extérieur. Quand je dis camelote, bon, c'est pas très gentil. Qu'ils vendent leurs marchandises parce qu'ils font en fait des produits de bonne qualité. Mais il faut que les gens les achètent. Il faut que les gens achètent leurs produits. Et qui étaient les grands acheteurs ? Les États-Unis et l'Europe. Est-ce que les États-Unis et l'Europe sont encore en état d'acheter à ces pays-là ? Non. Et leur marché intérieur n'est encore nulle part s'il est constitué de millionnaires qui essaient essentiellement de quitter le pays. C'est pas comme ça qu'on fait marcher des économies. Dans l'article du débat, le tout récent, celui qui est sorti dans le numéro de septembre-octobre 2011, il y a ce titre, aider les financiers à être vertueux. Alors comment vous la redéfiniriez cette question, vous, de la vertu, en essayant de se départir totalement une fois pour toutes de la persistance des croyances économiques, justement vous en parliez à l'instant, c'est-à-dire qu'on a cru on a cru en deux choses qui paraissaient vertueuses, l'autorégulation par exemple, qui selon vous n'existe pas. L'autorégulation n'existe plus. Le système devait s'autoréguler. Voilà, la libre concurrence. Bon, alors son épitaphe, son homélie a été faite par M. Greenspan en octobre 2008 en disant je me suis trompé, c'est pas comme ça que ça marche. Donc mais vous avez posé une autre question sur laquelle répondre. Vertueux, du coup. C'est quoi, du coup, qui deviendrait plus vertueux que ce qu'on a cru sur la vertu. Alors le titre que je donne à cet article, c'est dans le débat. Voilà, idée des financiers très vertueux, c'est une citation, c'est une référence à Saint-Just. C'est une référence à Saint-Just parce que vous le savez, Saint-Just réfléchissait au problème de faire fonctionner une société. On était dans la terreur, et la terreur, c'était la vertu ou la terreur. On demandait aux gens d'être vertueux, comme ça ne marchait pas, on était obligé d'introduire une terreur d'État. Alors, il ne faut pas refaire ce genre d'erreur. On ne peut pas demander aux gens d'être vertueux et si ça ne marche pas, s'ils refusent de le faire, de leur couper la tête. C'est pas comme ça peut marcher. Il faut, et ça c'est ça la réflexion à laquelle Saint-Just était arrivé, il faut
aider par les institutions. Il faut modifier les institutions. Il faut aider les gens à être vertueux en créant des institutions dans le cadre duquel on ne sera pas pénalisé pour être vertueux. Et c'est pour ça que je dis à propos des financiers, on ne peut pas demander, moi j'ai travaillé pour des gens dans des banques, parmi celles qui sont vraiment au banc des accusés maintenant. J'ai travaillé pour M. Angelo Mosillo à la tête de Countrywide. J'ai travaillé pour M. Mike Perry à la tête de IndyMac. On dit, si ces gens-là avaient été vertueux, eh bien ça aurait pu marcher. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Même s'ils avaient été vertueux, il n'y avait pas de cadre dans lequel leur vertu aurait pu s'exercer. Il faut recréer des cadres dans lesquels il est possible à un banquier d'être vertueux sans être balayé immédiatement par le marché, c'est-à-dire simplement par la concurrence. Les premières réactions dans ces entreprises dont je viens de mentionner, les premières réactions quand on a vu la gravité de la situation, ça a été dans les décisions, dans les directions, les rencontres au sommet, dans les comités de direction, de dire ça va nous permettre d'augmenter notre part de marché. Pourquoi? Parce que dans le cadre qu'il était, c'était ça, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était diminuer ou augmenter sa part de marché. Il faut créer des institutions dans lesquelles le problème se pose autrement. On a essayé à certaines époques, on a essayé dans l'urgence en 1792, on a essayé dans l'urgence en 1848. Il faut que le problème ne se pose plus dans l'urgence. Il faut qu'on ait réfléchi aux solutions. C'est trop tard, on est à nouveau dans l'urgence. Voilà, on est dans l'urgence, mais on a encore un tout petit peu de temps parce qu'il nous reste peut-être encore quelques semaines pour savoir si ce système va survivre. On ne sait pas à quel moment il va s'écrouler entièrement, mais il faut très rapidement savoir ce qu'il faudra mettre à la place. Il faut penser à des solutions et pas avoir des idées préconçues en disant il faut faire de telle ou telle manière ou essayer de reconstituer des trucs qui se sont écroulés comme le communisme soviétique ou essayer de réinventer un système comme la Chine qui est une espèce de patchwork de trucs qui marchent plus ou moins bien ensemble mais qui n'est pas une solution à long terme. Il faut réfléchir à la manière pacifiée, je cite ici John Maynard Keynes, à la manière pacifiée dont on pourra faire de l'économie dans l'avenir. Brice Couturier. Moi je ne crois pas que ce soit la fin de l'Empire romain ni la fin de l'Empire maya, mais c'est vrai qu'il s'agit de la fin d'une folie. Jamais dans l'histoire économique mondiale on avait connu une croissance aussi forte que durant les 25 dernières années qui ont précédé la crise. 4% l'an, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est inconnu. Il faut reconnaître, et vous devriez le reconnaître, que ces 4% l'an ont permis à plusieurs centaines de millions d'Indiens et de Chinois de sortir de l'extrême misère où les avaient précipités les régimes précédents et rentrer dans les classes moyennes et avoir le niveau de consommation que nous avons nous-mêmes, dont nous jouissons nous-mêmes depuis longtemps. Je suis d'accord avec vous, c'était insoutenable. L'Occident, États-Unis, Europe, n'est parvenu à maintenir son niveau de vie, on le sait maintenant, qu'en empruntant des sommes de plus en plus ahurissantes au reste du monde. D'un côté, ce sont les États qui se sont endettés au-delà du raisonnable. De l'autre, les banques ont abandonné toute prudence et leurs fonds propres sont ridiculement insuffisants. Tout ça, je suis bien d'accord avec vous, c'est terminé. Mais ça n'a pas empêché ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on peut se féliciter tout de même de voir des centaines de millions de Chinois pauvres sortir des campagnes pour arriver à Shanghai, bénéficier du même niveau de vie que le nôtre. On peut regretter la révolution culturelle, mais ce n'est pas mon cas. Et de voir également des centaines de millions d'Indiens faire le même pas en avant. Qui vous dit qu'aujourd'hui, il n'y a simplement, effectivement pas un déplacement de la puissance de l'Atlantique vers le Pacifique et qui fait que simplement nous avons vécu, nous et les Américains, à crédit trop longtemps et que maintenant c'est terminé. Mais ce n'est pas la fin du système ni la fin de l'Empire Maya pour autant. Paul Jorion. Là, on verra, l'histoire jugera si vous êtes du bon côté avec vos prévisions ou si vous ne l'êtes pas. Mais quand vous dites le capitalisme a permis de faire sortir de la misère un certain nombre de personnes, ce n'est pas le capitalisme. Ce qui a permis de faire ça, c'est le fait que nous colonisons notre planète, c'est le fait que nous vous créons des mines et que nous faisons sortir du charbon, de l'or, etc. de ça. N'importe quel système pouvait le faire. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme. J'ai parlé de si, parce que la Chine est un bon exemple de la catastrophe provoquée par le communisme. Les Mayas, c'était pas un système capitaliste, ils faisaient exactement la même chose et ils nous précèdent sans doute dans la chute. Il n'est pas nécessaire, pour exploiter la planète, il n'est pas nécessaire d'être capitaliste. Non. Ça, l'Union soviétique l'a fort bien fait. Qui vous dit Oui, mais pourquoi vous parlez de l'Union soviétique? Non, mais effectivement, c'est pour juste dire que ce n'est pas le capitalisme qui est en cause quand il s'agit de dévaster la planète. C'est une variété du même système. Alors si tous les systèmes se valent... Non, les systèmes qui recréent des aristocraties. Vous comprenez ce que ça veut dire une aristocratie? Vous renvoyez vos ados. Écoutez, n'essayez pas simplement de mobiliser le temps de parole en disant n'importe quoi. Je vois bien, vous représentez un certain système qui est en train de s'effondrer. Vous n'êtes pas heureux à ce sujet. C'est très bien. Rien ne prouve que d'autres systèmes, Mais qu'est-ce que c'est? Continuez avec à faire votre barrage. Écoutez, vous non,
parler. Vous n'avez pas barrage. Je voulais pas un barrage. Je vous demande vous m'interrompez dans chaque phrase. Pourquoi me demandez-vous quel système? Moi, je vous pose pas cette question-là. Je vous pose pas pourquoi me demandez-vous l'autre système? Je fais partie du petit nombre de gens qui sont en train de travailler à essayer de proposer autre chose, qui ne soit plus le capitalisme qui est complètement fini, qui ne soit plus le communisme soviétique qui est complètement terminé, pour passer à autre chose, pour passer à des systèmes pacifiés. Et on peut avoir des précisions sur cette autre chose? Mais croyez-vous que je communique avec Dieu et qu'il me dise ce qui va se passer? Moi, je fais partie des gens, monsieur, qui croient qu'il faut réfléchir pour trouver les solutions. Moi, j'avais un grand-père qui croyait qu'il fallait réfléchir pour trouver les solutions, un père qui croyait ça aussi. Mais si on avait des pistes seulement, ça serait un peu plus crédible, l'autre système. Non, maintenant, monsieur, on n'a plus de pistes, on n'a plus qu'un catéchisme qui s'appelle la science économique et qui s'appelle la justification, s'appelle le libéralisme, et qui est une justification de dire ce système s'est effondré, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et d'ailleurs, il a aidé un certain nombre de personnes à sortir de la misère. Il n'a pas aidé. Ce qui a aidé à sortir de la misère, c'est le fait que nous avons exploité ce monde et que nous en avons fait une poubelle. C'est ça qui a fait sortir les gens de la misère, il faut bien le dire. Mais la concentration de la richesse qui est en train de se créer en Chine, dont vous trouvez que c'est admirable parce que ça aide un certain nombre de gens à sortir de la misère, c'est très bien. Mais on aurait pu faire ça sans réinventer une machine à concentrer de la richesse qui est en train de faire gripper le système. On peut faire la même chose d'une autre manière. Laquelle? Encore une fois, laquelle? C'est ça qui nous intéresse. Mais ne répétez pas ça comme un disque rayé. C'est parce que vous m'appelez prophète que vous croyez que vous pouvez me poser des questions de prophète. Je ne suis pas un prophète, je fais partie des gens qui réfléchissent à ce qu'il faudrait mettre à la place. Je fais partie des experts qui savent comment ça fonctionne, au lieu de ce petit groupe, de ce dernier carré d'économistes auquel vous référez, en disant que c'est eux qui produisent un savoir qui va nous faire avancer. Ce savoir-là, il n'a rien donné. C'est un catéchisme. Mais le vôtre, il embraye sur quoi? C'est ça. La critique est facile, mais la construction est plus difficile. Et pour l'instant, mais vous répétez inlassablement. Non, parce que j'essaye d'avoir des pistes, moi aussi. Mais je suis intéressé par savoir ce qui peut succéder à ce système. C'est parce que vous essayez. Mais c'est pas chez vous que je le trouve. C'est parce que vous essayez. Oui, mais vous êtes du côté de cette histoire qui se termine. Je ne sais pas pourquoi je dois continuer à discuter avec vous à ce sujet-là. Vous êtes à l'époque de la fin. C'est l'exercice de la contradiction. Attendez, non, c'est pas la contradiction, c'est du barrage. Non, c'est pas du barrage. Non, si, c'est du barrage. 50 minutes de temps de parole, c'est pas du barrage. Non, mais écoutez, on pourra écouter après, voir combien de mes phrases n'ont pas été interrompues depuis le début de cette conversation. Sûr, on peut je ne parle pas des 20 dernières minutes, par des questions, qu'est-ce qu'il faut mettre après, etc. Et la tentative qui est là, c'est toujours la même, c'est de dire, je vais dire quelque chose sur ce qui va se passer ensuite, et on pourra rattacher ça d'un moyen ou d'un autre, soit au communisme soviétique, soit au régime nazi, etc. Je ne suis pas prophète, je fais des analyses. Et ces analyses, elles ont un avantage par rapport à beaucoup de choses qu'on entend ici et ailleurs, c'est qu'elles sont exactes parce que les faits viennent les confirmer. Mais ne me demandez pas d'être prophète, de faire ding sur une cymbale, c'est pas ça mon boulot. Mon boulot, c'est d'analyser. Je suis un sociologue, je suis un anthropologue, je suis en train de regarder ce qui se passe, j'ai les yeux un peu plus ouverts que d'autres personnes, et je vous dis ce qui est en train de se passer. On peut appeler ça Cassandre, etc. Depuis 2007... Mais Cassandre avait raison, comme vous le savez. Cassandre avait raison. Depuis 2005, quand j'ai écrit mon bouquin, faites le relevé des erreurs que j'ai faites dans ce bouquin. Oui, j'ai fait une erreur. Il avait fait une allusion tout à l'heure. J'ai espéré que M. Obama ne soit pas la personne qu'il est. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai espéré qu'il y avait un plan qui était prévu, qui était de l'ordre du New Deal de Roosevelt. C'est une erreur que j'ai faite. Pour le reste, qui était une redistribution pacifique du patrimoine, ce que vous dites dans votre blog. Parce que sinon, ce système est grippé. Cette machine ne marche plus. C'est la panique au sommet. Alors, il y a un certain nombre de gens à qui on demande de dire que c'est pas la panique au sommet parce que c'est pas bon pour les populations. Je n'en fais pas partie. Je fais partie des gens qui ont les yeux ouverts. Si je suis un Diogène, si vous voulez, qui est là à dire, et je cherche un homme, alors ça, c'est mon rôle. Mais je ne vais pas vous dire ce qui va se passer demain. Quand un miroir tombe, ne me demandez pas, c'était René Thom qui disait ça, quand un miroir tombe, ne me demandez pas quelle sera la forme des pièces qui seront par terre. Je ne sais pas ça. Personne ne le sait. Je dis simplement, il est urgent de penser à la suite. Il est urgent de réfléchir au système qu'on mettra en place. Tous ensemble. Juste de commencer. Voilà. Alors, joignez-vous au rang des gens qui vont le faire, parce que les rangs sont ouverts. Il n'y a
pas de raison a priori que vous soyez exclu de se faire partir des gens qui vont trouver les solutions. Mais n'essayez pas simplement de dire qu'est-ce que c'est. Je n'en sais rien. Je ne sais pas la forme que le miroir prendra, la forme des morceaux, des éclats du miroir qui seront par terre. Je n'en sais rien. Je sais simplement qu'il va falloir rapidement mettre autre chose. Demandez à M. Van Rompuy, demandez à M. Sarkozy, demandez à Mme Merkel s'ils savent exactement ce qui va se passer la semaine prochaine. S'ils disent oui, ils se trompent et ce n'est pas vrai. Non, mais si on vous pose la question, sans doute, Paul Georgia, c'est parce que justement, on fait grand crédit de ce que vous écrivez et les invitations à Matin de France Culture le montrent et que donc on est tenté par votre expertise justement et par le sérieux de ce que vous dites et de vos analyses, de vous demander quels sont tout de même ou pas ce que vous pouvez imaginer pour sortir c'est la question, vient de là, je précise ma question, c'est tout simplement parce qu'on entend en revanche des gens proposer des solutions qui parfois peuvent inquiéter dans ce que je disais de ce que les conséquences d'une crise financière ont sur la question sociale de l'État, de ce qui fait société. Oui. Ouais, quand on entend il y a des gens qui disent des solutions, on aimerait savoir si elles sont valides ou pas, et au fond, vous, ce que vous en pensez, si vous avez, vous, justement, des pistes. C'est pas plus que ça, la question. Quand on entend une Marine Le Pen disant, au fond, promettant de raser gratis en revenant et en faisant une parité, par exemple, entre l'euro et le franc, bon, on sait aussi ce que ça peut induire, tout de même, de questions politiques et sociales par la suite, que cette crise flatte les populismes. Donc, on vous demande à vous, au nom de votre expertise, tout simplement, je crois que c'est ça le sens de la question de Brice, qu'est-ce que vous imaginez, vous, ou en tout cas, au moins, dans les solutions qui sont évoquées par les politiques, est-ce qu'il y en a une qui a l'air de pouvoir marcher ou pas? Voilà. Il faut casser la machine à concentrer la richesse, ça c'est certain. Il faut éviter que le prochain système qui reviendra quand celui-ci sera complètement éliminé soit de nouveau un système qui reconstitue rapidement une aristocratie. En 1789, il y a une aristocratie dont le pouvoir était fondé sur la possession de la terre. On a remplacé ça. On a fait une révolution, on a remplacé ça par une autre aristocratie. En moins de 100 ans, on avait une nouvelle aristocratie qui était fondée non plus sur la terre, mais sur l'argent. Il est possible, en Union soviétique, on fait une révolution en 1917. Très rapidement, on crée une bureaucratie qui devient une autre aristocratie. Ce qu'il faut casser, c'est cette machine à reproduire des aristocraties, parce que quand le patrimoine, quand un tiers du patrimoine, comme c'est le cas aux États-Unis, quand plus d'un tiers du patrimoine appartient à 1% de la population, la machine simplement ne peut plus fonctionner. Pourquoi? Parce que trop d'argent ne peut pas être utilisé dans la production, parce que les gens n'ont plus assez de pouvoir d'achat pour acheter les marchandises, et cet argent va se placer dans la spéculation, c'est-à-dire qu'il déséquilibre entièrement le système des prix. À ce moment-là, le système est grippé, le système ne peut pas repartir. Si on ne se rend pas compte que ce système est grippé parce qu'il y a concentration de la richesse, à ce moment-là, on ne peut pas avancer. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. On ne veut pas toucher au privilège du 1% qui concentre l'ensemble de cette richesse, et on ne peut pas sortir. Alors, il y avait une fenêtre d'opportunité en 2008-2009 pour essayer de résoudre ça. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Si le système est aussi dégradé maintenant, si le capitalisme est à l'agonie, c'est parce que dans cette fenêtre qui existait en 2008-2009, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors maintenant, on est obligé de constater que ce système est mort. C'est-à-dire s'attacher à la redistribution de la richesse de façon plus équitable, de remettre en marche la redistribution. Pour que la quasi-totalité des capitaux qui sont là puissent être utilisés à faire produire une économie. Non pas de la manière dont on l'a fait, qui était d'exploiter la planète et d'en faire une poubelle, mais d'une autre manière. Et c'est ça qu'il faut faire. 8h45, le coup d'œil sur la presse et sur le thème, je vois que vous avez l'Express en main. Exactement, de Thomas Cluzel. La dernière chronique parue dans l'hebdomadaire aujourd'hui de Christine Cardellan qui nous explique que non, la crise européenne n'est pas la faute des autres, nous avons tous été complices. Nous assistons depuis des mois, dit-elle, à un transfert de pouvoir des gouvernants vers les marchés financiers. Mais les marchés et les agences de notation n'ont pris le pouvoir que parce que nous leur avons donné. Ainsi, en choisissant depuis 30 ans un modèle social financé par la dette, nous nous sommes mis à leur merci. Et le problème, c'est que nous continuons de faire les choix collectifs d'une société vieillissante, dit-elle. Le recours à la dette lorsqu'on n'aura pas à la rembourser soi-même est un choix de vieux. Tous nos choix de société aujourd'hui sont à l'avenant. Nous avons, par exemple, prenons le cas du nucléaire, profité du nucléaire et sous-payer notre électricité, mais nous laisserons les générations suivantes en supporter les conséquences et payer leur énergie plus cher. Nous nous sommes désintéressés de l'éducation de nos enfants et nous avons laissé des ghettos se former dans les banlieues. Alors,
On peut toujours stigmatiser les Grecs qui pendant 8 ans ont profité de leur appartenance à l'euro pour s'endetter massivement et ne peuvent plus rembourser aujourd'hui, mais les Français n'ont pas fait autre chose et l'heure des comptes a sonné. Quelle est la solution avancée par Christine Cardellan ? Eh bien faire fonctionner la planche à billets, c'est-à-dire permettre à la Banque Centrale Européenne de racheter la dette des pays européens. Il reste quelques jours, dit-elle, pour sauver l'Union monétaire européenne et donc l'Europe, cette zone de stabilité qui a permis aux enfants du baby-boom de vivre sans connaître la guerre, sans quoi cette génération chanceuse qui va prendre tranquillement sa retraite et n'aura subi ni le chômage, ni la difficulté à se loger, ni le réchauffement climatique laissera elle aussi à ses descendants un continent en ruine. Donc le coup d'œil de Thomas Cluzel sur l'Express. Alors Paul Jorian, peut-être il nous reste, on arrive à la fin de l'émission, dans ce qu'évoquent les solutions évoquées par les uns et les autres, et ça fait le débat, l'antagonisme entre la France et l'Allemagne. Faudrait-il ou non, mais je vous appelle vous poser la question, c'est une bonne idée ou pas, cette idée que la BCE, Banque Centrale Européenne, devrait actionner la planche à billets? Est-ce qu'il y aurait déjà un bout de solution dans l'urgence momentanée de la crise? Oui, c'est une solution du désespoir, c'est la dernière cartouche. Alors, comme on l'utilise aux États-Unis, on se dit on va peut-être l'utiliser en Europe. L'impossibilité de le faire en Europe, et là les Allemands ont absolument raison, l'impossibilité c'est que l'euro n'a pas le statut du dollar comme monnaie de référence. On ne peut pas faire ça. Ça va nous provoquer de l'hyperinflation beaucoup plus rapidement. L'idée que la Banque centrale va racheter les dettes de tout le monde, il faut demander à des gens qui ne sont pas économistes, c'est une idée folle, c'est une idée complètement idiote, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on peut faire, c'est un moratoire. Des moratoires, c'est de dire tous les gens à qui devaient de l'argent, eh bien, ils ne devront pas le rembourser. Remettre les compteurs à zéro. Alors ça, on peut remettre les compteurs à zéro. C'est pas mauvais de faire ça quand il y a véritablement une transition. Mais la solution de demander à la BCE de racheter la dette de tout le monde, ce n'est pas possible. Il y a plus l'argent pour faire ça. Tout l'argent qu'on avait, on a utilisé en 2008 pour essayer de sauver le secteur bancaire. Alors on dit oui, les États étaient déjà très endettés. C'est vrai, les États étaient déjà très endettés. Mais ce qui a fait basculer, qui a fait tomber les États dans le trou, c'est le fait qu'ils sont venus à la rescousse du secteur bancaire. Et pourquoi est-ce que le secteur bancaire était lui plombé? Parce qu'on a remplacé le pouvoir d'achat des gens par la capacité qu'on leur a donnée de pouvoir remplacer ça par du crédit. Ils n'avaient pas de salaire suffisant. On leur dit, vous utiliserez vos salaires de demain pour payer vos dettes. Évidemment, les salaires n'étaient pas suffisants par définition. Alors un salaire insuffisant ne va pas permettre, même si on le repousse un peu plus tard, même si on l'hypothèque déjà à l'avance, de sauver le système. C'est la distribution dans la création de la richesse qui a été complètement déséquilibrée. C'est inhérent au système capitaliste. Le capital est rémunéré avant le reste, et c'est pour ça que ce système est en bout de course. C'est pas pour la raison qu'avait dit Karl Marx. Ça fait rien. Il est quand même condamné. Il est terminé. Ce système est à bout de course et on ne peut pas le remplacer. Il est à l'agonie. C'est pas un pronostic. C'est pas une prophétie. C'est un pur constat. On est au bout. Toute petite question, Caroline Yachef, parce qu'on est vraiment en Est-ce que c'est pas fatigant d'avoir tant de certitudes et d'avoir tant de difficultés à les faire passer? Je n'ai pas de certitude. Ce qu'il y a ce qu'on appelle si vous en avez. Non, il y a des choses sur lesquelles on peut. Il y a des parcours qui sont déjà délimités. Il y a des choses qui ont un cours inexorable. La plupart des choses n'ont pas un cours inexorable. Alors, quand on me pose une question sur quelque chose qui n'a pas un cours inexorable, je dis je n'en sais rien, je n'en ai pas la moindre idée. Je réponds à certaines questions de cette manière-là. Quand il y a des choses qui ont un cours inexorable, parce qu'il y a un enchaînement, parce qu'il y a une contagion qui est déjà inscrite dans le système, parce qu'il y a déjà les canaux, les chenaux qui sont là pour démontrer comment ça va se passer, là, on peut décrire et on peut dire A va entraîner B, B va entraîner C. Ça demande simplement une information, ça demande une bonne compréhension du système, ça demande une analyse. Alors, mes certitudes, c'est uniquement sur les endroits où il y a des chenaux, où il y a des canaux qui sont déjà délimités et qui font que A va entraîner B et C. Je ne parle que de ça. Je n'ai pas de certitude sur quoi que ce soit d'autre. Presque 43 minutes. Récession.
le mot est lâché, et c'est l'OCDE qui le dit dans un récent rapport, où pour être tout à fait exact, soyons-le, citons, j'ouvre les guillemets, la zone euro semble traverser une légère récession, fermez le guillemet, on appréciera la nuance de l'adjectif, mais en attendant, cette récession est-elle vraiment une surprise? Bonjour Monsieur Jorion. Bonjour. Vous avez votre honte servette au matin. Qui pouvait effectivement ignorer que les politiques de rigueur, inévitables ou non, allaient sérieusement freiner la croissance? Surprise ou non, la nouvelle ne va pas améliorer la morosité ambiante alors que les agences de notation se font de plus en plus menaçantes et qu'il n'y a pas plus de pays européens qui soient à l'abri d'une possible dégradation de la note qu'un champignon par ses temps de la pluie. Réunis à Bruxelles pour un sommet de l'Eurogroupe, les ministères des Finances ont donc confirmé qu'il fallait bien une réforme du Fonds européen de stabilité financière et ont promis signer l'aide de 8 milliards d'euros supplémentaires pour la Grèce. Mais cela change-t-il grand-chose au grand cercle vicieux des menaces et des annonces, des hausses du spread et des hausses de la dette? Et puis finalement quoi? Eh bien, essayons avec vous ce matin de prendre un peu de hauteur, Paul Jorion, et le temps de cette émission, entre deux réunions de crise, d'être fidèle à la tradition des matins en économie, Monsieur Jorion, l'analyse de fond. Je vous livre tout de go, la une des Échos par exemple. Zone euro, un mur de dette de 800 milliards en 2012. Oui, ce sont des chiffres importants. Enfin, comme vous le dites, on le savait. Ouais. On le savait. Ça fait pas si longtemps qu'on commence à parler en trillions de dollars, etc. Au moment où cette crise a commencé en 2007, il faut bien dire, on n'a rien pu faire pour l'endiguer. Alors on se pose la question, est-ce que c'est une nouvelle crise parce que l'autre aurait été résolu? L'autre n'a pas été résolu à l'époque. On a pu étancher une hémorragie extraordinaire en déversant des sommes de cet ordre-là. Mais vous parlez de quoi là? Du moment de la crise américaine, au moment de la crise subprime. La crise subprime n'a pas été résolue. Elle a été colmatée? Ça a été colmaté. Elle a été colmatée tout à fait brièvement avec des moyens tout à fait, vous savez, comme le petit Hollandais qui mettait son doigt dans la digue. C'est de ce niveau-là ce qu'on a fait. Il n'y a pas eu de mesure à la hauteur de la gravité de la situation. Ça n'a pas suffi que l'État américain, par exemple, laisse tomber d'un côté Lehman Brothers et recapitalise ses banques, et comme d'autres en Europe l'ont fait à la suite. Mais regardez, la seule méthode... Too big to fail. Oui, too big to fail. Est-ce qu'on s'en est vraiment occupé? Non. Qu'est-ce qu'on fait quand une banque maintenant est... Il y a un titre pompeux maintenant pour ça. Quand une banque est too big to fail, quand elle entraînerait tout le système à sa suite, on lui demande, je ne sais plus quel est le chiffre exact, on lui demandera de mettre 2% de plus de provisions dans son capital. C'est ridicule. Il ne faut pas être économiste pour savoir que c'est ridicule. J'ai une question. Pourquoi a-t-on dit des banques qu'elles pouvaient être sauvées, les très très grosses? Parce que justement, too big to fail, et qu'on ne s'applique pas cette même méthode Coué pour les États. Un État n'est pas too big to fail? Non, parce qu'un État... parce qu'une banque, quand on la met en liquidation, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus de dépôt, il n'y a plus rien du tout. Tandis qu'un État, il peut toujours faire imposer. Il y a toujours des recettes d'une manière ou d'une autre dans un État. Donc ce n'est pas vrai qu'un État ne peut plus être en cessation de paiement. Un État n'est pas en cessation de paiement. Si, la Somalie, je veux dire, des États où il n'y a plus de système d'imposition, il n'y a plus de collecte des impôts. Mais sinon, un État peut toujours faire rentrer de l'argent. Le problème, c'est qu'on s'est mis, au moment où la crise commence, là, la mode a été à supprimer les impôts. En particulier, de supprimer les impôts pour les grandes fortunes qui pourraient contribuer un tout petit peu plus. Alors là, ça tourne mal. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un trou énorme. Il y a une majorité républicaine qui dit la seule chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est imposer. Par conséquent, il faut dépenser moins, mais on n'a plus de recettes. Il faut diminuer les recettes. Et il y a même des gens qui sont représentés de manière, je dirais, importante, les libertariens aux États-Unis, qui disent qu'il faut supprimer entièrement le système de l'impôt. C'est un des enjeux de la campagne électorale qui attend Barack Obama, notamment ou sur sa droite et l'aile droite de la droite américaine. C'est ce que l'on préconise de plus en plus pour aller à la chasse aux voix. Malheureusement pour nous, il s'est rallié à cette aile droite du Parti républicain aux dernières nouvelles. Donc ça s'annonce pas particulièrement bien. Ce que les États-Unis peuvent encore faire, ils ont une capacité là que nous n'avons pas véritablement. Quand on dit on peut faire la même chose en France et en Europe, on peut utiliser la planche à billets, ce n'est pas vrai. La situation de l'euro n'est pas celle du dollar, qui est une monnaie de réserve, une monnaie de référence au niveau international. On n'a pas, nous, la capacité de produire des euros à l'infini, comme les Américains peuvent produire des dollars à l'infini. Mais
tant qu'on les achète, tant qu'on s'intéresse à leur dollar. Alors un jour, c'est ce qu'on appelle un processus non linéaire, un jour les pays diront non, ça ne nous intéresse plus des dollars, et à ce moment-là, les États-Unis, ce sera entièrement fini. Paul Jorian, la dernière fois que vous êtes venu le 25 mai 2011 au matin, et puis les fois précédentes, vous nous disiez que nous vivions une crise en W. On en est où du W ? Ah bon, on est dans la deuxième branche, c'est ça. Et on y met quoi ? On est dans la pointe du V, enfin en bas, ou on est dans l'amorce du... Mais il faudrait inventer une lettre qui serait un W avec la deuxième branche qui serait plate au bout, ou bien où la deuxième branche n'arrêterait pas de tomber. Parce que c'est ça une récession qui vient aussi près de la récession précédente, de 2008. Bon, on est en 2011. Une qui vient aussi près, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle plus une récession, on appelle ça une dépression. Et là, on l'avait dit, un certain nombre de personnes l'ont dit en 2008, si on ne prend pas les mesures qu'il faut, on n'aura pas une deuxième récession, on aura une entrée en fanfare dans une dépression comme celle qu'on a connue dans les années 30. Et on est bien parti pour le faire. Les États-Unis sont tout à fait au bord, ils sont sur le fil du rasoir. L'Europe est en train d'entrer en récession. La Chine ne se portera pas bien s'il n'y a plus personne pour acheter les produits qu'elle fait. Elle va être entraînée avec le reste. Et c'est l'ensemble du monde qui va se trouver dans cette situation-là. Une dépression mondiale. Est-ce que vous pensez, comme votre ami Jacques Attali, que l'euro ne passera pas Noël ? C'est bien possible. Ce sont des j'en ai parlé, processus non linéaires, c'est-à-dire il y a tellement d'éléments qui jouent qu'il est impossible. Moi, je ne ferai pas de prédiction. Quand on me demande de prédiction, je dis ça paraît peu probable que ça tienne encore un an, mais je ne sais pas exactement. C'est bien possible, oui, quand il dit 50% que ça ne tienne pas jusqu'à Noël, oui, 50% que ça ne tienne même pas jusqu'au début du... qu'est-ce qu'on est ? On est début décembre. On est le 30 novembre. Voilà, le 30 novembre. 50% que ça ne tiendra pas encore 15 jours. Au point, de la manière dont c'est parti, vous faisiez allusion à ce fonds européen de stabilité financière qui est complètement fauché. On essaye, les Américains viennent nous expliquer comment on peut faire pour multiplier la somme par 2 ou par 3. Ça tient pas debout. Ce sont les méthodes qui ont échoué en 2007-2008 qui nous proposent, comme si ces trucs marchaient, comme s'il y avait encore un pilote dans l'avion, comme si la finance marchait encore. Vous disiez en 2009 que nous étions entrés dans la phase de fin et sortie du capitalisme. Est-ce que vous maintenez cette analyse ? Ah ben plus que jamais, oui, plus que jamais, parce que les preuves tombent tous les jours. Malheureusement, ce système est terminé. Quand on entend les nouvelles, on a l'impression que tout ça, c'est comme avant, etc. Mais il faut voir qu'en arrière-plan, ce sont des pans entiers du système qui sont en train de s'écrouler les uns après les autres. C'est le système financier américain qui est terminé. C'est la zone euro qui est en train de se déliter sous nos yeux. C'est un spectacle permanent. Il suffit de regarder les taux d'intérêt qu'on demande ce matin, qu'on les demande je ne parle même pas de la Grèce, je parle de l'Italie, je parle de l'Espagne. C'est insoutenable. Ce processus ne peut pas continuer. S'il peut continuer encore une semaine ou deux, mais pas dans l'état où il est. Et on est fauché, on n'a plus d'argent. Mais alors, l'idée, c'est que vous plaidez, c'est laquelle ? Qu'on reconnaisse une fois pour toutes qu'on n'a plus d'argent, point barre, et qu'on efface mais ça veut dire quoi ? Qu'on efface des dettes ? Non, il faut qu'on reconstruise un système financier. Il faut qu'on le reconstruise à partir de zéro. Celui qu'on avait n'existe plus. Thème qui, précisément, ne vit que de ces crises. Mais vous-même, Paul Jorian, vous écriviez en conclusion d'un article remarqué dans cette revue Le Débat, il y a juste 2 ans, je vous cite, « Les soubresauts du moribond se poursuivront quelque temps. Quand aura succédé au système capitaliste celui destiné à prendre sa suite, la succession sera perçue comme le triomphe de la raison, l'évacuation sans gloire d'une classe corrompue, terrassée par ses propres outrances. » Est-ce que vous y croyez encore ? Paul Jorian ? Merci d'avoir dressé ce portrait de la situation telle qu'elle est. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas l'air d'y croire. Pas du tout. Vous ne lisez pas les journaux, vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télévision, vous ne parlez certainement pas ni aux banquiers ni aux politiques pour tenir ce genre de discours. Alors, vous commencez par m'appeler prophète. Ah, ça, c'est le mot qui fâche. Non, c'est pas ça, mais on pourrait quand même dire, il y a les gens qui se trompent pas et ceux qui n'arrêtent pas de se tromper. Ceux qui n'arrêtent pas de se tromper, on les appelle les experts, et ceux qui disent ce qui est en train de se passer depuis quelques années, on les appelle les prophètes. Alors, j'ai suggéré récemment dans un billet, pourquoi est-ce qu'on les appellerait pas les véritables experts, les véritables personnes qui nous disent comment ça fonctionne, plutôt que de continuer à utiliser ce dernier carré de gens qui nous répètent inlassablement que tout va bien. J'ai entendu l'autre jour dans une réunion
réunion quelqu'un qui est quelqu'un d'important dans les cercles, des économistes, nous dire que tout allait s'arranger, tout allait s'arranger. Vous avez fait le portrait de ce qui est en train de tomber. Alors vous me dites, c'est pas encore tombé, c'est peut-être pour la semaine prochaine. Mais oui, c'est pour la semaine prochaine. Mais oui, c'est pour dans 2 jours. Mais oui, c'est pour dans 6 mois. Vous n'êtes pas au courant du fait que la zone euro, que les chances que ce système continue à fonctionner, qu'elles sont pratiquement à zéro, que c'est pratiquement nul. Vous parlez de la Fed et les problèmes de la Fed et vous dites que c'est une invention. Mais non, vous faites la déception. Vous croyez vraiment que la Fed va faire faillite ? Mais bien entendu que la Fed peut faire faillite. Les déficits sont en trillions de dollars, en dizaines de trillions de dollars maintenant. Bien sûr que ce système, il n'y a que parce que les gens utilisent encore le dollar que ce système peut fonctionner. On ne peut pas faire ça. Sur quoi est-ce qu'on débouche ? On débouche sur l'hyperinflation, comme ça a été le cas en Allemagne. Alors on dit oui, l'hyperinflation n'est pas encore là. Mais qu'est-ce que ça nous prouve que ce ne sera pas là pour demain ? Toutes les prévisions qui ont été faites depuis 2007 par les gens que vous citez avec sympathie, toutes ces prévisions n'ont pas eu lieu. Tout ça ne fonctionne plus. Cette machine est arrêtée, je le disais tout à l'heure. Cette machine est arrêtée. C'est une grande moissonneuse-batteuse en panne et il n'y a personne autour qui sait comment ça fonctionne. Alors, il n'est pas question d'apocalypse, il n'est pas question d'être Cassandre ou quoi que ce soit. Il y a un certain nombre de gens, Dieu merci, il y a des gens comme M. Stiglitz, il y a des gens de cet ordre-là qui disent que cette machine ne marche plus. C'est important que le peuple, on en parlait tout à l'heure, c'est important que le peuple sache que cette machine ne marche plus. C'est important de savoir que les banquiers sont dans une panique totale et que le peu d'activité qu'on a encore, c'était, je l'ai dit en 2008, que les bonus sont repartis. On nous a dit c'est formidable, regarde le secteur bancaire marche, donc l'économie va marcher. Ça, j'ai appelé ça puiser dans la caisse avant fermeture définitive. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? C'était bien ça. On licencie maintenant des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes dans le secteur bancaire. Ce secteur ne fonctionne plus. Tout ça ne marche plus. On nous dit on relance la titrisation, on la relance au niveau de 0,5% de ce que elle était avant. Tout ça, il faut s'informer, mon cher monsieur. Il faut savoir, il faut parler aux gens qui savent tous les matins. Hein. Oui, au moins 2 fois par semaine, nous consacrons une émission à la crise. C'est formidable. Vous en parlez à des banquiers plutôt. Vous allez savoir, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Il faut parler à des banquiers. Eux savent comment ça marche. Non, mais dans l'idée d'apocalypse, il y a l'idée que ce que vous exprimez dans vos articles, c'est qu'il y a une succession, il y a une suite au monde capitaliste. Vous écriviez par exemple dans le débat de septembre-octobre 2008, les crises contiennent en germe la destruction ultime du système capitaliste. Et là, je vous citais le système capitaliste, il y aurait un système qui serait destiné à prendre sa suite. Jusqu'à présent, je suis désolé, mais je ne vois pas la suite du système capitaliste. Il a vécu des crises bien plus graves que celles que nous vivons aujourd'hui, par exemple dans les années 30, et il s'en est fort bien remis. Mais jamais, et quant à la suite du système capitaliste, je ne la vois pas. Vous la voyez où, la suite du système capitaliste ? Jamais la crise n'a été aussi sérieuse que maintenant. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était pire en 1930 ? Mais non, c'est bien pire maintenant. Tout absolument est cassé. Et c'est quoi le système qui va remplacer le système capitaliste que vous appelez de vos voeux ? On me l'a demandé. C'était un rabbin qui me posait la question. J'ai dit le royaume de Dieu. Parce qu'on ne sait pas. Personne de nous ne le sait. J'étais à une présentation en Hollande. Il y a quelqu'un qui m'a dit là, mais alors si le système capitalisme est cassé, le communisme va peut-être revenir. Mais non, bien entendu, tout ça fait partie. C'est la même famille de systèmes qui sont complètement cassés. On remplace une aristocratie par une autre. C'est un ensemble de systèmes. Le communisme de type soviétique, le capitalisme, c'est un ensemble de systèmes où on crée des aristocraties qui finissent par être 1% des gens qui détiennent 40% de la richesse et la machine s'arrête. Alors, il faudra remplacer ça un jour par un système où on ne remplace pas simplement une aristocratie par une autre, qu'on appelle ça des apparatchiks, qu'on appelle ça des propriétaires terriens, qu'on appelle ça des capitalistes, ça n'a aucune importance. On est dans une logique où on remplace une aristocratie par une autre. On fait le vide par la guerre, par la révolution, etc. On ne résout pas les problèmes. Alors, le système qui vient... Alors, il y a 2 possibilités. Ou bien, vous dites qu'il y aura un système qui viendra après. J'en sais rien s'il y aura un système qui viendra après. C'est vous qui le dites. Hein. Non, je vous citais tout à l'heure. Hein. Je vous citais la fin d'un article du débat. Les soubresauts du moribond se poursuivront quelque temps. Oui. Quand aura succédé au système capitaliste celui destiné à prendre sa suite, etc. C'est vous qui le dites. Espérons-le. Mais... Vous avez l'air d'avoir des certitudes sur la nature de ce système. Non, il n'y a que des gens comme vous qui ont des certitudes. Non, moi je ne sais pas ce qui va se passer. On est peut-être très bien comme l'Empire Maya, on est peut-être très bien comme l'Empire romain.
Si je vais mettre un peu d'argent, si je vais moi parier, ce qui n'est pas dans mes habitudes, ce qui n'est pas dans mon tempérament, si je vais parier sur le fait qu'on remplacera par quelque chose ou pas, si on est dans des situations de type fin de l'Empire Maya ou fin de l'Empire romain, moi je parierais sur le fait qu'on ne sait pas ce qu'on remettra à la place, qu'on ne sait pas ce qu'il faudra faire. Alors il y a un petit nombre de gens qui essayent quand même de sauver la mise en réfléchissant à ce qu'il faudra mettre ensuite. Et on espère, parce que la phrase que je vous dis, c'est une exhortation, c'est pas une prophétie, c'est pas dire ce qui va se passer. Espérons qu'on pourra mettre la raison à la place. Et pas la raison des économistes, pas de l'homme rationnel qui est égoïste, qui est un sociopathe, qui fait tout contre les autres, qui essaie de faire sauter la machine, qui fait comme la banque Goldman Sachs quand le système s'écroule, parie sur l'écroulement du système. Et c'est pas un ragot ce que je dis là, ça a été dit devant une commission du Sénat par les représentations de la firme. Quand le système marche plus, on parie sur sa chute et on se fait encore un peu de sous sur le fait que le système s'écroule. Bon, alors, il y a quand même au monde, heureusement, des gens qui ne sont pas tout à fait comme ça. Il est dommage que des gens qui appartenaient à cette firme, on les mette à la tête de nouveaux gouvernements. Vous êtes très déçu par Obama. Hein. Vous êtes extrêmement violent contre Obama. Vous dites qu'il s'est couché devant la Wall Street. Oui, il s'est couché devant Wall Street, oui. C'est ce qui est dommage, c'est que M. McCain aurait fait un petit peu mieux parce qu'il était soutenu par une partie de la population qui était très violemment anti-Wall Street. Il aurait fait mieux, il aurait modifié les choses. Enfin, il faut pas exagérer non plus. On serait probablement déjà dans la Troisième Guerre mondiale s'il avait été là. Il suffit de voir les prises de position qu'il prend en ce moment. Mais M. Obama, oui, c'est vrai, il y avait une grande espérance. On espérait un nouveau Roosevelt. Et qu'est-ce qu'on a eu lieu? Une personne qui se couche devant l'opposition. Paul Jordi, quand vous dites justement que la question du capitalisme est finie et terminée, d'aucuns objectent qu'il fonctionne toujours au fond très bien si on observe les pays émergents qui, pour l'instant, ne connaissent pas cette crise et sont même en train de s'inquiéter de ce que notre système capitaliste à nous, en Europe ou aux États-Unis, ne fonctionne plus, mais qui fonctionne pour eux puisqu'il augmente leur niveau de vie, leur permet des échanges commerciaux. Si on prend l'Inde, le Brésil et même avec la question complexe de la démocratie, la Chine. Oui, mais ces systèmes... Il n'est pas effondré, là, à ce niveau-là. Mais ces pays sont à l'intérieur d'un système mondial, maintenant, qui est globalisé. C'est-à-dire que ces gens ont besoin de clients. Et les principaux clients de ces pays, c'est nous. C'est les États-Unis, c'est la... Pardon, excusez-moi. C'est l'Europe. Si nous n'avons plus un sou pour leur acheter leurs produits, c'est terminé. Ces pays n'ont pas des marchés intérieurs suffisants. Ni la Chine, ni l'Inde, ni le... oui, il y a des très grandes populations, mais qui n'ont pas encore... Dans le niveau de vie augmente. Il augmente parce que le 1% est en train de rafler toute la mise. Qui est-ce qui a gagné de l'argent aux États-Unis entre 2008 et 2011 ? 80% de la richesse créée aux États-Unis est allée au 1%. Où est-ce qu'il y a encore des disparités dans la population, dans la distribution du patrimoine, encore pire qu'aux États-Unis ? En Chine, en ce moment. En Chine. On fait monter les moyennes. Ce qui compte, c'est pas faire monter les moyennes. Bien sûr, on vous crée en Chine en ce moment des dizaines, voire des centaines de millionnaires qui ne demandent qu'une chose, c'est de quitter la Chine et d'acheter un appartement dans le 16e. Ah bon, alors c'est comme ça qu'un système marche. Il faut qu'ils vendent aussi leur camelote à l'extérieur. Quand je dis camelote, bon, c'est pas très gentil. Qu'ils vendent leurs marchandises parce qu'ils font en fait des produits de bonne qualité. Mais il faut que les gens les achètent. Il faut que les gens achètent leurs produits. Et qui étaient les grands acheteurs ? Les États-Unis et l'Europe. Est-ce que les États-Unis et l'Europe sont encore en état d'acheter à ces pays-là ? Non. Et leur marché intérieur n'est encore nulle part s'il est constitué de millionnaires qui essaient essentiellement de quitter le pays. C'est pas comme ça qu'on fait marcher des économies. Dans l'article du débat, le tout récent, celui qui est sorti dans le numéro de septembre-octobre 2011, il y a ce titre, aider les financiers à être vertueux. Alors comment vous la redéfiniriez cette question, vous, de la vertu ? En essayant de se départir totalement une fois pour toutes de la persistance des croyances économiques, justement, vous en parliez à l'instant, c'est-à-dire qu'on a cru on a cru en deux choses qui paraissaient vertueuses, l'autorégulation, par exemple, qui selon vous n'existe pas. L'autorégulation n'existe plus. Le système devait s'autoréguler. Voilà, la libre concurrence. Bon, alors son épitaphe, enfin non, son homélie a été faite par M. Greenspan en octobre 2008 en disant je me suis trompé, c'est pas comme ça que ça marche. Donc mais vous avez posé une autre question sur laquelle répondre. Vertueux, du coup. C'est quoi, oui, du coup, qui deviendrait plus vertueux que ce qu'on a cru sur la vertu. Alors le titre que je donne à cet article, c'est dans le débat.
Voilà, des financiers très vertueux. C'est une citation, c'est une référence à Saint-Just. C'est une référence à Saint-Just parce que vous le savez, Saint-Just réfléchissait au problème de faire fonctionner une société. On était dans la terreur, et la terreur, c'était la vertu ou la terreur. On demandait aux gens d'être vertueux, comme ça marchait pas, on était obligé d'introduire une terreur d'État. Alors, il faut pas refaire ce genre d'erreur. On ne peut pas demander aux gens d'être vertueux et si ça ne marche pas, s'ils refusent de le faire, de leur couper la tête. C'est pas comme ça peut marcher. Il faut, et ça c'est ça la réflexion à laquelle Saint-Just était arrivé, il faut aider par les institutions, il faut modifier les institutions, il faut aider les gens à être vertueux en créant des institutions dans le cadre duquel on ne sera pas pénalisé pour être vertueux. Et c'est pour ça que je dis à propos des financiers, on ne peut pas demander, moi j'ai travaillé pour des gens dans des banques, parmi celles qui sont vraiment au banc des accusés maintenant. J'ai travaillé pour M. Angelo Mosillo à la tête de Countrywide, j'ai travaillé pour M. Mike Perry à la tête de IndyMac. On dit, si ces gens-là avaient été vertueux, eh bien ça aurait pu marcher. Ce n'est pas vrai. Même s'ils avaient été vertueux, il n'y avait pas de cadre dans lequel leur vertu aurait pu s'exercer. Il faut recréer des cadres dans lesquels il est possible à un banquier d'être vertueux sans être balayé immédiatement par le marché, c'est-à-dire simplement par la concurrence. Les premières réactions dans ces entreprises dont je viens de mentionner le nom, les premières réactions quand on a vu la gravité de la situation, ça a été dans les décisions, dans les directions, les rencontres au sommet, dans les comités de direction, de dire ça va nous permettre d'augmenter notre part de marché. Pourquoi ? Parce que dans le cadre qu'il était, c'était ça, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était diminuer ou augmenter sa part de marché. Il faut créer des institutions dans lesquelles le problème se pose autrement. On a essayé à certaines époques, on a essayé dans l'urgence en 1792, on a essayé dans l'urgence en 1848. Il faut que le problème ne se pose plus dans l'urgence. Il faut qu'on ait réfléchi aux solutions. C'est trop tard, on est à nouveau dans l'urgence. Voilà, on est dans l'urgence, mais on a encore un tout petit peu de temps parce qu'il nous reste peut-être encore quelques semaines pour savoir si ce système va survivre. On ne sait pas à quel moment il va s'écrouler entièrement, mais il faut très rapidement savoir ce qu'il faudra mettre à la place. Il faut penser à des solutions et pas avoir des idées préconçues en disant il faut faire de telle ou telle manière ou essayer de reconstituer des trucs qui se sont écroulés comme le communisme soviétique ou essayer de réinventer un système comme la Chine qui est une espèce de patchwork de trucs qui marchent plus ou moins bien ensemble mais qui n'est pas une solution à long terme. Il faut réfléchir à la manière pacifiée, je cite ici John Maynard Keynes, à la manière pacifiée dont on pourra faire de l'économie dans l'avenir. Brice Couturier. Moi je ne crois pas que ce soit la fin de l'Empire romain ni la fin de l'Empire maya, mais c'est vrai qu'il s'agit de la fin d'une folie. Jamais dans l'histoire économique mondiale on avait connu une croissance aussi forte que durant les 25 dernières années qui ont précédé la crise. 4% l'an, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est inconnu. Il faut reconnaître, vous devriez le reconnaître, que ces 4% l'an ont permis à plusieurs centaines de millions d'Indiens et de Chinois de sortir de l'extrême misère où les avaient précipité les régimes précédents et rentrer dans les classes moyennes et avoir le niveau de consommation que nous avons nous-mêmes, dont nous jouissons nous-mêmes depuis longtemps. Je suis d'accord avec vous, c'était insoutenable. L'Occident, États-Unis, Europe, n'est parvenu à maintenir son niveau de vie, on le sait maintenant, qu'en empruntant des sommes de plus en plus ahurissantes au reste du monde. D'un côté, ce sont les États qui se sont endettés au-delà du raisonnable. De l'autre, les banques ont abandonné toute prudence et leurs fonds propres sont ridiculement insuffisants. Tout ça, je suis bien d'accord avec vous, c'est terminé. Mais ça n'a pas empêché ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on peut se féliciter tout de même de voir des centaines de millions de Chinois pauvres sortir des campagnes pour arriver à Shanghai, bénéficier du même niveau de vie que le nôtre. On peut regretter la révolution culturelle, mais ce n'est pas mon cas. Et de voir également des centaines de millions d'Indiens faire le même pas en avant. Qui vous dit qu'aujourd'hui, il n'y a simplement, effectivement pas un déplacement de la puissance de l'Atlantique vers le Pacifique et qui fait que simplement nous avons vécu, nous et les Américains, à crédit trop longtemps et que maintenant c'est terminé. Mais ce n'est pas la fin du système ni la fin de l'Empire Maya pour autant. Paul Jorion. On verra, l'histoire jugera si vous êtes du bon côté avec vos prévisions ou si vous ne l'êtes pas. Mais quand vous dites le capitalisme a permis de faire sortir de la misère un certain nombre de personnes, ce n'est pas le capitalisme. Ce qui a permis de faire ça, c'est le fait que nous colonisons notre planète, c'est le fait que nous vous créons des mines et que nous faisons sortir du charbon, de l'or, etc. De ça, c'est n'importe quel système. N'importe quel système pouvait le faire. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Je vais parler de
si, parce que la Chine est un bon exemple de la catastrophe provoquée par le communisme. Les Mayas, c'était pas un système capitaliste, ils faisaient exactement la même chose, et ils nous précèdent sans doute dans la chute. Il n'est pas nécessaire, pour exploiter la planète, il n'est pas nécessaire d'être capitaliste. Non. Alors ça, l'Union soviétique l'a fort bien fait. Qui vous dit Oui, mais pourquoi vous parlez de l'Union soviétique? Non, mais effectivement, c'est pour juste dire que c'est pas le capitalisme qui est en cause quand il s'agit de dévaster la planète. C'est une variété du même système. Alors si tous les systèmes se valent... Non, les systèmes qui recréent des aristocraties. Vous comprenez ce que ça veut dire une aristocratie? Vous renvoyez vos ados. Écoutez, n'essayez pas simplement de mobiliser le temps de parole en disant n'importe quoi. Je vois bien, vous représentez un certain système qui est en train de s'effondrer. Vous n'êtes pas heureux à ce sujet. C'est très bien. Rien ne prouve que d'autres systèmes, qui sont... Mais qu'est-ce que c'est? Continuez avec à faire votre barrage. Écoutez, vous vous m'interrompez dans chaque phrase. Pourquoi me demandez-vous quel système? Moi, je vous pose pas cette question-là. Pourquoi me demandez-vous l'autre système? Je fais partie du petit nombre de gens qui sont en train de travailler à essayer de proposer autre chose, qui ne soit plus le capitalisme qui est complètement fini, qui ne soit plus le communisme soviétique qui est complètement terminé, pour passer à autre chose, pour passer à des systèmes pacifiés. Et on peut avoir des précisions sur cette autre chose? Mais croyez-vous que je communique avec Dieu et qu'il me dise ce qui va se passer? Moi, je fais partie des gens, monsieur, qui croient qu'il faut réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on est? Imaginons, on est une population. Voilà, on a reçu une grosse machine qui est une moissonneuse batteuse et on l'a utilisée pendant un certain temps. Et maintenant, elle est arrêtée, elle est en panne. Et nous, on n'a pas la moindre idée comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle le culte du cargo. Ça a existé en Polynésie à une certaine époque, dans les années 1950, après la guerre. Les Américains étaient venus, ils étaient venus avec plein de richesses, etc. Ils sont partis. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Devant les avions, les carcasses d'avions rouillées, ils ont fait des sacrifices pour que ça revienne. Et nous, devant notre système financier, on appelle ça les marchés, nous sommes là et nous faisons des sacrifices. Et nous faisons comme les autres. On a tué un chevreau, la machine n'est pas repartie. On a tué une vache, elle n'est pas repartie. Alors on commence à tuer des gens. C'est l'actualité dont on parle aujourd'hui en Grande-Bretagne. On fait des sacrifices humains pour faire repartir cette machine qui est foutue. On ne peut plus la remettre en marche. Elle est cassée. Le cœur à l'intérieur est fondu. Bon, alors les gens qui sont dans la finance le savent. Ils ne le disent pas à la radio, ils ne le disent pas à la télévision. Ils le disent dans les conversations privées qu'on a ici ou là. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le disent aux dirigeants? Ils le disent aux chefs d'État? Les dirigeants le savent aussi. Qu'est-ce que les dirigeants font? C'est la panique au sommet. Vous le voyez bien, il suffit de voir l'actualité. On fait des réunions, encore une réunion de ministre des Finances, et puis encore une réunion de chef d'État. C'est ce que dit François Leclerc sur votre blog, Habillé Invité. François Leclerc qu'on lit régulièrement. Là, dans le dernier, daté du 28, on n'aura jamais autant parlé de solutions à la crise de la dette européenne et aussi peu agi simultanément. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est quoi? C'est de la gesticulation, selon vous, tous ces sommets à répétition? C'est parce qu'il y a panique au sommet, on ne sait plus ce qu'il faut faire. On croise les doigts et comme je vous dis, on est passé au stade des sacrifices humains parce qu'on ne sait pas comment refaire partir cette machine. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a personne dans le monde qui ne sait pas. Il y a des gens qui sont des techniciens de deuxième niveau dans les banques, il y a des professeurs associés dans les universités qui savent comment ça marche. Mais à eux, on ne leur demande pas comment il faudrait faire. Non, ce sont des ministres des Finances, ce sont des dirigeants de banques et qui vous disent que des imbécilités, qui vous disent que des erreurs. Parfois, ils croient même qu'ils connaissent la réponse. On vous parle des CDS et on vous dit oui, mais le volume n'est pas un facteur qui compte dans le calcul des CDS. Les ministres des Finances vous disent que le volume importe. Les dirigeants des banques vous disent que les gens qui sont au sommet n'ont pas la moindre idée comment cette machine fonctionne. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés par des cénacles d'économistes qui n'ont pas la moindre idée comment ce truc fonctionne. On a créé une science économique qui n'est d'aucun intérêt, d'aucun secours dans les circonstances actuelles. Et comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens quelque part qui savent comment ça fonctionne, mais je vous dis, ce sont des techniciens dans les banques, des gens qu'on n'appelle pas dans les comités de direction. On y reviendra sans doute dans la seconde partie des batailles. J'aimerais savoir quel est votre sentiment. Vous êtes anthropologue, Paul Georgiou, il faut le rappeler aussi, sur ce qui peut se produire sur la question sociale tout court, pas seulement de l'économie. On voit bien tout d'un coup et ça apparaît depuis maintenant 10 jours, qu'avec cette crise, on parle de déficit démocratique. C'est-à-dire que les marchés ont imposé l'agenda aux politiques, que le politique dit reprendre dans les mains mais ne la reprend pas vraiment, et qu'on se retrouve dans une situation où
ensuite, par contre-coup, les populismes naissent et les situations politiques se tendent. On voit des ministres d'extrême droite rentrer dans un gouvernement de coalition en Grèce. Comment voyez-vous la conséquence? Et encore une fois, Nicolas Bouzous l'a dit dans Les Échos, régulièrement fait des comparaisons historiques d'histoire de l'économie. Est-ce que, contrairement à ce que certains disaient, il ne faut pas comparer, il faut recomparer la période que l'on vit aujourd'hui à la période des années 30? Et nous y reviendrons un peu à 8h15, puisque le temps file, mais je voulais avoir un élément de réponse. Oui, il faut d'abord dire que ça me fait plaisir que vous citiez François Leclerc, qui fait un excellent boulot, effectivement. On le lit à peu près tous les jours, bien, chaque fois qu'il veut. C'est une très bonne idée. Mais, il n'y a pas que Jorian sur le blog de Jorian, voilà. Oui. Non, ce qui est important, c'est ce que vous dites. La machine est cassée. On a l'impression, et c'est ce qu'on vous dit. Mais oui, mais attendez, on va faire plaisir au marché, disent les politiques, enfin ceux qui prennent des décisions. On va faire plaisir au marché et la machine va repartir. Mais comme je vous dis, ces marchés, ça n'existe plus. Le marché n'existe pas. Il n'y a pas quelque part quelqu'un qui sait comment il faudrait faire. Il n'existe plus. Vous voyez bien comment les politiques essaient de réagir, disent on va rassurer les marchés, on va rassurer les marchés. Telle décision, telle autre. Oui, mais les marchés, c'est un cadavre. On peut parler un cadavre tant qu'on veut en espérant qu'il va se passer quelque chose. L'image que je vous utilise de la grande moissonneuse-batteuse qui est en panne, c'est ça exactement. Les marchés ne savent pas davantage. Les marchés ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils savent que la machine est cassée. C'est pour ça que toutes les mesures que vous pouvez proposer, qui ne sont pas des mesures qui s'attaquent véritablement au cadre, qui sont des mesures toujours à l'intérieur de ce système en imaginant que ça pourrait repartir, toutes ces mesures ne servent absolument à rien. Regardez ce qui s'est passé. On a mis M. Monti, on a mis M. Papademos au pouvoir. Monti en Italie, Papademos en Grèce. On a dit ce sont des techniciens, non seulement ces techniciens, des anciens banquiers, mais en plus ils ont travaillé pour Goldman Sachs, donc ils savent exactement comment il faudrait faire. Vous avez vu comment réagit les taux qu'on exige de la Grèce et de l'Italie. Ça n'a pas bougé d'un poil. Ça n'a pas eu l'effet qu'on pensait que ça, ou qu'on voulait que ça. Voilà, on croit qu'on s'adresse à ces marchés, mais c'est un grand Moloch qui est une grande statue d'un dieu qui est mort et c'est tout. On peut lui adresser autant d'offrandes qu'on veut, ça fera aucune différence. Ce marché à l'intérieur, il faut le répéter. Le cœur est fondu, ça ne marche plus. 8h17, le débat des matins introduit par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc Vinchet. Chronique adresse à Paul Jorion. Bien sûr que je lis dans le débat depuis déjà quelques années, on l'a tous découvert à ce moment-là. Alors, je vais vous parler de l'Apocalypse parce que vous en êtes quand même un des prophètes. Les professionnels de la profession nous serinent depuis maintenant 3 ans qu'au sortir de cette crise, rien ne sera plus comme avant. De lents mouvements de plaques tectoniques à l'œuvre dans nos économies depuis des décennies allaient enfin révéler le fruit de leur travail de sape, selon Jacques Attali, et il fallait s'attendre à de gigantesques tremblements de terre projetant à la dérive des continents entiers. La plupart, en tout cas, l'affirmaient, le monde allait changer de base. On se serait cru revenu en 1938, lorsque Roger Caillois croyait pouvoir prophétiser le fameux vent d'hiver dans la NRF. Souvenez-vous de ce texte magnifique et terrifiant, Marc, qui oscillait entre nietzschéisme d'époque et darwinisme social. Je cite Roger Caillois. « Le temps n'est plus à la clémence, il s'élève dans le monde un grand vent de subversion, un vent froid, rigoureux, arctique, de ces vents meurtriers et si salubres qui tuent les délicats. Il se fait alors dans la nature un nettoyage, muet, lent, sans recours. » Eh bien, depuis 3 ans, c'est le style dans lequel s'expriment maintenant certains de nos économistes. Alors, les moins pessimistes prévoyaient, comme Nouriel Roubini, un effondrement du dollar. Le monde entier, qui détient la moitié de la vertigineuse dette publique américaine, allait s'en détourner depuis que celle-ci, la dette publique américaine, a atteint le seuil fatidique de 100% de PIB. Et c'est tout récent, avec près de 15 000 milliards de dollars de dette. Le billet vert allait perdre toute valeur et s'effondrer. Les Chinois, qui en détiennent 2 000 milliards à eux tout seuls, n'accepteraient pas de voir ainsi le fruit de leur travail dilapidé. Il s'ensuivrait de dangereuses tensions entre les 2 principales puissances de la planète, peut-être même des guerres. Certains prédisaient en tout cas le remplacement du billet vert par une monnaie de réserve mondiale, comme Stiglitz qui parlait d'un système global de réserve, et puis d'autres voyaient même l'euro dans ce rôle. Ça fait rire aujourd'hui. On n'a rien vu de tout cela. Pour d'autres encore, à coup de mesures non conventionnelles, de rachat de bons du Trésor par la Fed, ultime rempart du système financier mondial, eh bien, la Fed elle-même allait être emportée et elle était promise par la faillite. D'ailleurs, j'ai trouvé encore des sites d'économistes très sérieux qui prétendent qu'effectivement la Fed est menacée de faillite. Pas la peine d'insister sur le sort
fatale que les pessimistes réservent à l'euro. On en débat tous les jours à ce même micro avec vous, Marc. Le Financial Times nous promet d'ailleurs l'éclatement de la monnaie européenne depuis plus de 2 ans. D'autres Cassandres, comme Michael Boskin, nous annoncent que l'État-providence, notre ultime bouée de secours à nous tous, est lui-même sur le point de s'effondrer, en particulier dans notre Europe qui aurait été trop généreuse et vieillissante. Et puis, bien sûr, il y a les annonciateurs de la fin du capitalisme. À la manière des horloges arrêtées qui donnent l'heure exacte 2 fois par jour, ils sont sur le point d'avoir raison à chaque crise qui secoue un système. Pour trouver les solutions. Moi, j'avais un grand-père qui croyait qu'il fallait réfléchir pour trouver les solutions. Un père qui croyait ça aussi. Mais si on avait des pistes seulement, ça serait un peu plus crédible, l'autre système. Non, maintenant, monsieur, on n'a plus de pistes. On n'a plus qu'un catéchisme qui s'appelle la science économique et qui s'appelle la justification, s'appelle le libéralisme, et qui est une justification de dire ce système s'est effondré, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et d'ailleurs, il a aidé un certain nombre de personnes à sortir de la misère. Il n'a pas aidé. Ce qui a aidé à sortir de la misère, c'est le fait que nous avons exploité ce monde et que nous en avons fait une poubelle. C'est ça qui a fait sortir les gens de la misère, il faut bien le dire. Mais la concentration de la richesse qui est en train de se créer en Chine, dont vous trouvez que c'est admirable parce que ça aide un certain nombre de gens de sortir de la misère, c'est très bien. Mais on aurait pu faire ça sans réinventer une machine à concentrer de la richesse qui est en train de faire gripper le système. On peut faire la même chose d'une autre manière. Laquelle ? Encore une fois, laquelle ? C'est ça qui nous intéresse. Mais ne répétez pas ça comme un disque rayé. C'est parce que vous m'appelez prophète que vous croyez que vous pouvez me poser des questions de prophète. Je ne suis pas un prophète, je fais partie des gens qui réfléchissent à ce qu'il faudrait mettre à la place. Je fais partie des experts qui savent comment ça fonctionne, au lieu de ce petit groupe, de ce dernier carré d'économistes auquel vous référez, en disant que c'est eux qui produisent un savoir qui va nous faire avancer. Ce savoir-là, il n'a rien donné. C'est un catéchisme. Mais le vôtre, il embraye sur quoi ? C'est ça. La critique est facile, mais la construction est plus difficile. Et pour l'instant, mais vous répétez inlassablement. Non, parce que j'essaye d'avoir des pistes, moi aussi. Mais je suis intéressé par savoir ce qui peut succéder à ce système. C'est parce que vous essayez. Mais c'est pas chez vous que je le trouve. C'est parce que vous essayez. Oui, mais vous êtes du côté de cette histoire qui se termine. Je ne sais pas pourquoi je dois continuer à discuter avec vous à ce sujet-là. Vous êtes à l'époque de la fin. Si vous discutez tout seul, je peux partir. C'est l'exercice de la contradiction. Attendez, non, c'est pas la contradiction, c'est du barrage. Non, c'est pas du barrage. Non, si, c'est du barrage. 50 minutes de temps de parole, c'est pas du barrage. Non, mais écoutez, on pourra écouter après, voir combien de mes phrases n'ont pas été interrompues depuis le début de cette conversation ici. Sûr, je ne parle pas des 20 dernières minutes, par des questions, qu'est-ce qu'il faut mettre après, etc. Et la tentative qui est là, c'est toujours la même, c'est de dire, je vais dire quelque chose sur ce qui va se passer ensuite, et on pourra rattacher ça d'un moyen ou d'un autre, soit au communisme soviétique, soit au régime nazi, etc. Je ne suis pas prophète, je fais des analyses, et ces analyses, elles ont un avantage par rapport à beaucoup de choses qu'on entend ici et ailleurs, c'est qu'elles sont exactes parce que les faits viennent les confirmer. Mais ne me demandez pas d'être prophète, de faire ding sur une cymbale, c'est pas ça mon boulot. Mon boulot, c'est d'analyser. Je suis un sociologue, je suis un anthropologue, je suis en train de regarder ce qui se passe, j'ai les yeux un peu plus ouverts que d'autres personnes, et je vous dis ce qui est en train de se passer. On peut appeler ça Cassandre, etc. Depuis 2007... Mais Cassandre avait raison, comme vous le savez. Cassandre avait raison. Depuis 2005, quand j'ai écrit mon bouquin... Faites le relevé des erreurs que j'ai faites dans ce bouquin. Oui, j'ai fait une erreur. Il y avait fait une allusion tout à l'heure. J'ai espéré que M. Obama ne soit pas la personne qu'il est. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai espéré qu'il y avait un plan qui était prévu, qui était de l'ordre du New Deal de Roosevelt. C'est une erreur que j'ai faite. Pour le reste, qui était une redistribution pacifique du patrimoine, ce que vous dites dans votre blog. Parce que sinon, ce système est grippé. Cette machine ne marche plus. C'est la panique au sommet. Alors, il y a un certain nombre de gens qui on demande de dire que c'est pas la panique au sommet parce que c'est pas bon pour les populations. Je n'en fais pas partie. Je fais partie des gens qui ont les yeux ouverts. Si je suis un Diogène, si vous voulez, qui est là à dire et je cherche un homme, alors ça, c'est mon rôle. Mais je ne vais pas vous dire ce qui va se passer demain. Quand un miroir tombe, ne me demandez pas, c'était René Thom qui disait ça, quand un miroir tombe, ne me demandez pas quelle sera la forme des pièces qui seront par terre. Je ne sais pas ça. Personne ne le sait. Je dis simplement, il est urgent de penser à la suite, il est urgent de réfléchir au système qu'on mettra en place, tous ensemble. Juste de commencer. Voilà, alors joignez-vous au rang des gens qui vont le faire.
parce que les rangs sont ouverts. Il n'y a pas de raison a priori que vous soyez exclu de se faire partir des gens qui vont trouver les solutions. Mais n'essayez pas simplement de dire qu'est-ce que c'est. Je n'en sais rien. Je ne sais pas la forme que le miroir prendra, la forme des morceaux, des éclats du miroir qui seront par terre. Je n'en sais rien. Je sais simplement qu'il va falloir rapidement mettre autre chose. Demandez à M. Van Rompuy, demandez à M. Sarkozy, demandez à Mme Merkel s'ils savent exactement ce qui va se passer la semaine prochaine. S'ils disent oui, ils se trompent et ce n'est pas vrai. Non, mais si on vous pose la question, sans doute, Paul Georgia, c'est parce que justement, on fait grand crédit de ce que vous écrivez et les invitations à Matin de France Culture le montrent et que donc on est tenté par votre expertise justement et par le sérieux de ce que vous dites et de vos analyses, de vous demander quels sont tout de même ou pas ce que vous pouvez imaginer pour sortir c'est la question, vient de là, je précise ma question, c'est tout simplement parce qu'on entend en revanche des gens proposer des solutions qui parfois peuvent inquiéter dans ce que je disais de ce que les conséquences d'une crise financière ont sur la question sociale de l'État, de ce qui fait société. Oui. Quand on entend il y a des gens qui disent des solutions, on aimerait savoir si elles sont valides ou pas, et au fond, vous, ce que vous en pensez, si vous avez, vous, justement, des pistes. C'est pas plus que ça, la question. Quand on entend une Marine Le Pen disant, au fond, promettant de raser gratis en revenant et en faisant une parité, par exemple, entre l'euro et le franc, on sait aussi ce que ça peut induire, tout de même, de questions politiques et sociales par la suite, que de ce que cette crise flatte les populismes. Donc, on vous demande à vous, au nom de votre expertise, tout simplement, je crois que c'est ça le sens de la question de Brice, qu'est-ce que vous imaginez, vous, ou en tout cas, au moins, dans les solutions qui sont évoquées par les politiques, est-ce qu'il y en a une qui a l'air de pouvoir marcher ou pas? Voilà. Il faut casser la machine à concentrer la richesse, ça c'est certain. Il faut éviter que le prochain système qui reviendra quand celui-ci sera complètement éliminé soit de nouveau un système qui reconstitue rapidement une aristocratie. En 1789, il y a une aristocratie dont le pouvoir était fondé sur la possession de la terre. On a remplacé ça. On a fait une révolution, on a remplacé ça par une autre aristocratie. En moins de 100 ans, on avait une nouvelle aristocratie qui était fondée non plus sur la terre, mais sur l'argent. Il est possible, en Union soviétique, on fait une révolution en 1917. Très rapidement, on crée une bureaucratie qui devient une autre aristocratie. Ce qu'il faut casser, c'est cette machine à reproduire des aristocraties, parce que quand le patrimoine, quand un tiers du patrimoine, comme c'est le cas aux États-Unis, quand plus d'un tiers du patrimoine appartient à 1% de la population, la machine simplement ne peut plus fonctionner. Pourquoi? Parce que trop d'argent ne peut pas être utilisé dans la production parce que les gens n'ont plus assez de pouvoir d'achat pour acheter les marchandises et cet argent va se placer dans la spéculation, c'est-à-dire qu'il déséquilibre entièrement le système des prix. À ce moment-là, le système est grippé, le système ne peut pas repartir. Si on ne se rend pas compte que ce système est grippé parce qu'il y a concentration de la richesse, à ce moment-là, on ne peut pas avancer. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. On ne veut pas toucher au privilège du 1% qui concentre l'ensemble de cette richesse et on ne peut pas sortir. Alors, il y avait une fenêtre d'opportunité en 2008-2009 pour essayer de résoudre ça. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Si le système est aussi dégradé maintenant, si le capitalisme est à l'agonie, c'est parce que dans cette fenêtre qui existait en 2008-2009, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors maintenant, on est obligé de constater que ce système est mort. C'est-à-dire s'attacher à la redistribution de la richesse de façon plus équitable, de remettre en marche la redistribution. Pour que la quasi-totalité des capitaux qui sont là puissent être utilisés à faire produire une économie. Non pas de la manière dont on l'a fait, qui était d'exploiter la planète et d'en faire une poubelle, mais d'une autre manière. Et c'est ça qu'il faut faire. 8h45, le coup d'œil sur la presse et sur le thème, je vois que vous avez l'Express en main de Thomas Cluzel. La dernière chronique parue dans l'hebdomadaire aujourd'hui de Christine Cardellan qui nous explique que non, la crise européenne n'est pas la faute des autres, nous avons tous été complices. Nous assistons depuis des mois, dit-elle, à un transfert de pouvoir des gouvernements